Bien, nous allons donc pouvoir commencer nos travaux. Alors, nous poursuivons ce soir nos auditions sur les projets de loi relatifs au système universel de retraite. Après les tables rondes de ce matin et cet après-midi avec les organisations professionnelles d'employeurs puis les organisations syndicales de salariés, nous accueillons M. Pierre-Louis Bras, président du Conseil d'orientation des retraites, et M. Didier Blanchet, président du comité de suivi des retraites. Permettez-moi d'abord de vous remercier de vous être si rapidement mis à notre disposition. Réuni en fin de matinée, le bureau de la commission spéciale a confirmé les modalités de réunion de cette réunion. Je demanderai donc à chacun des deux intervenants de présenter un propos liminaire d'environ 10 minutes. Ensuite, les rapporteurs interviendront chacun pour 2 minutes, puis je donnerai la parole aux orateurs des groupes pour 3 minutes. Les autres collègues, bien sûr, pourront poser des questions pour une durée d'1 minute chacun. Je vais donc passer d'abord la parole à M. Pierre-Louis Bras, président du Conseil d'orientation des retraites. Merci Madame la Présidente, merci de cette audition. Merci d'autant plus que, si j'ai bien compris, vous avez eu une journée chargée. Je vais me concentrer. Donc je suis bien évidemment à votre disposition pour vous apporter des éléments sur la situation du système actuel des retraites, puisque c'est la mission du corps que d'en suivre l'évolution. Mais je voudrais consacrer mon propos liminaire à parler de l'évolution du corps qui est prévue dans le texte. Et donc je me référerai à l'article 56 du texte. Donc cet article 56, pour le décrire rapidement, c'est assez simple. Le corps est maintenu nominalement, mais est vidé de sa substance, puisque toutes les missions qu'il exerçait jusqu'à présent sont, par un copier-coller, confiées à un comité d'expertise indépendant sur les retraites. Il ne reste qu'une seule mission dans l'article au corps, qui est d'élaborer des recommandations à partir des travaux de ce comité indépendant d'expertise sur les retraites. Or, cette mission est bien évidemment impossible pour le corps, puisque donc, vous connaissez sa composition. Il y a des parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat et de tout bord. Il y a l'ensemble des organisations de salariés, l'ensemble des organisations d'employeurs, les représentants des exploitants agricoles, des professions libérales. Et donc bien évidemment, autant nous arrivons à construire un dialogue et à arriver à un accord sur des éléments de diagnostic, sur des indicateurs, sur des données, autant, compte tenu de la diversité des membres du corps, établir des recommandations communes est une mission quasiment impossible. Je n'ai pas la prétention d'arriver à réconcilier un sénateur socialiste et un sénateur LR sur l'avenir des retraites, ou de réconcilier le MEDEF et la CGT sur l'avenir des retraites. Donc la mission qui nous est confiée est clairement impossible. Et les missions qui sont confiées à ce comité d'expertise indépendant des retraites me paraissent aussi inadaptées. Par exemple, il est chargé de suivre l'évolution des écarts et des inégalités des pensions entre les hommes et les femmes et analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes. C'était une mission que nous avions et nous essayions jusqu'à présent de nous en acquitter. Mais bien évidemment, vous voyez que pour élaborer des données, des indicateurs sur des questions comme cela, la légitimité de 6 experts indépendants est relativement limitée, alors que le corps, parce que bien évidemment il y a un travail d'expertise sur ces questions, mais cette expertise doit être construite sous le contrôle et avec, disons, la vigilance des parties prenantes au système de retraite, et notamment les partenaires sociaux. Alors, pourquoi cette évolution? Je vous avoue qu'en lisant l'exposé des motifs et même l'étude d'impact, j'ai trouvé des éléments descriptifs de l'évolution, mais pas d'argumentation forte. Lorsque j'ai essayé de comprendre, personne ne m'a dit vraiment que le corps avait failli dans ses missions. D'ailleurs, le mieux placé pour en juger, c'est peut-être le secrétaire d'État actuel aux retraites, puisqu'il était membre du corps jusqu'à sa nomination en tant que secrétaire d'État. Il participait de manière assidue à nos réunions et il n'avait jamais manifesté qu'elle n'était pas pertinente. Et puis, il y a encore quelques mois, le Premier ministre nous demandait un nouveau rapport.
Donc, je ne pense pas que ce soit parce que le corps aurait failli dans ses missions qu'on le prive de ses prérogatives actuelles. L'argument qui m'est souvent avancé pour me dire qu'il faut changer, je peux comprendre qu'il faille changer, c'est que, ayant modifié complètement la gouvernance, ayant donné un rôle majeur aux partenaires sociaux au sein du CA de la Caisse, les partenaires sociaux ne pourraient pas être jugés partis. C'est-à-dire que certains semblent craindre que les partenaires sociaux, dès lors qu'ils doivent équilibrer le système de retraite dans le cadre de la fameuse règle d'or dont vous avez dû déjà parler, eh bien, utilisent leur position au corps pour faire des hypothèses optimistes qui faciliteraient leur travail de négociation ensuite. Alors, par rapport à cet argument, trois considérations. À court terme, les hypothèses du corps ont toujours été les hypothèses du gouvernement. Bien évidemment, nous n'allons pas inventer de nouvelles hypothèses économiques alors que tout le monde travaille sur les hypothèses du gouvernement pour les 5 ans à venir. Donc, les partenaires sociaux ne sont pas juges des hypothèses pour les 5 ans à venir, et les 5 ans à venir, c'est l'horizon de la règle d'or. Deuxième argument, l'idée que les partenaires sociaux auraient un biais d'optimisme, d'une part, je la récuse parce que pour avoir travaillé avec eux depuis pas mal de temps, ils sont assez conscients des contraintes économiques. Et puis, y aurait-il un biais d'optimisme chez certains ? Pour d'autres, et pour d'autres raisons, il pourrait y avoir aussi un biais de pessimisme. Et donc, il y a déjà un équilibre qui peut se construire au sein du corps. Et d'ailleurs, le corps n'a jamais dit quelle doit être l'hypothèse centrale. Il a toujours ouvert un spectre, renvoyant à ceux qui sont en charge de décider le soin de prendre une hypothèse de référence. Et d'ailleurs, lorsque le gouvernement, pour construire cette réforme, a eu à prendre une hypothèse de référence, il n'a pas pris l'hypothèse la plus pessimiste du corps. Et lorsqu'il a à établir un objectif pour la conférence de financement, il ne prend pas comme référence la convention la plus dégradée du corps en termes de solde. Donc, il y a un équilibre entre les partenaires sociaux, mais surtout, le corps, ce n'est pas que les partenaires sociaux, c'est bien évidemment les partenaires sociaux, mais ce n'est pas que les partenaires sociaux. D'une part, les parlementaires y sont représentés, et donc, ils peuvent aussi peser sur nos décisions, et ils pèsent. Et puis, le corps, c'est aussi des experts, c'est-à-dire que l'ensemble des administrations participent aux travaux du corps. Donc, quand nous faisons des hypothèses, nous avons autour de la table la direction du Trésor, la direction du budget, la direction de la sécurité sociale, le directeur général de l'INSEE et le directeur de l'adresse. 5 personnes qui ne sont pas connus pour leur optimisme échevelé ou pour leur laxisme vis-à-vis des finances publiques. Et bien évidemment, s'ils prenaient à je ne sais qui au sein du corps de vouloir imaginer que demain on rasera gratis, pour parler trivialement, eh bien, je pense que la direction du budget en premier, mais aussi la direction du Trésor et la direction de la sécurité sociale et l'INSEE nous ramèneraient rapidement à la raison. Et je peux vous dire que le président du corps, bien évidemment, ne construit pas les travaux en écartant la direction du Trésor, la direction du budget, la direction de la sécurité sociale, la direction de l'INSEE et la direction de l'adresse. Donc pour toutes ces raisons, je pense que l'argument les partenaires sociaux seraient demain jugés partis est mal fondé. Il est possible que les nouvelles modalités de la gouvernance implique des changements. Je ne dis pas que le corps doit rester dans son intégralité sans rien changer. Ça, personne ne peut prétendre que tout bouge autour de soi et que l'institution qu'il représente, elle, est le seul point fixe. Toutefois, je ne vois pas pourquoi on se prive d'un lieu de dialogue apaisé, plus ou moins consensuel, qui bien évidemment n'aboutit pas à des recommandations, mais qui, pour ce qui est du diagnostic et des données, a fait la preuve que l'on arrivait à rassembler toutes les parties prenantes sur des données qui devenaient incontestables, dans un monde où la défiance vis-à-vis de l'expertise et vis-à-vis de la politique progresse. On avait là un lieu où, d'une part, l'expertise rencontrait la politique et le social, et où le dialogue était possible, dans les limites que j'ai indiquées. Et donc, et puis la politique, puisqu'il y a des parlementaires au corps. Et donc, je ne vois pas pourquoi l'on se priverait de ce lieu de dialogue à poser. Après, faut-il
encadrer l'exercice de gouvernance des partenaires sociaux qui vont diriger demain le conseil d'administration de la caisse CNRU, ça, ce n'est pas à moi de le dire, c'est à vous. Mais on peut garder le corps et, si vous pensez que c'est nécessaire, encadrer ensuite les travaux du conseil d'administration de la CNRU. Mais ce n'est pas moi, un technocrate, qui vais vous dire ce qu'il faut faire en ce domaine. Je vais rester dans ma condition. Bon, voilà. Donc, vous l'avez vu, c'est un peu un plaidoyer du corps. Je crains de ne pas être lucide, parce que quand on plaide pour une institution que l'on préside et auquel on est attaché, on risque de manquer de lucidité. Et si j'en ai manqué, je vous prie de m'en excuser. Merci. Merci. Alors, je passe la parole à Monsieur Blanchet. Bien, bonsoir et merci également de l'invitation. Ce que je vais faire à propos du comité de suivi des retraites, c'est vous raconter un petit peu plus en quoi il consiste, parce qu'il est moins connu que le corps, et en quoi ce qui est son rôle et ce qu'il a fait depuis sa création il y a 6 ans, quelle position notamment ça l'a amené à prendre sur un certain nombre de sujets que la réforme est mise au centre du débat. Donc c'est une institution qui a été mise en place par la réforme de 2014 avec la charge de faire passer tous les ans au pouvoir public des messages sur la nécessité éventuelle de rectifier la trajectoire du système de retraite au cas où elle se serait mise à dévier de ce qu'avait prévu cette réforme de 2014 et éventuellement d'assortir ces alertes de recommandations sur des mesures à prendre. Donc, pour aller un petit peu dans le sens de ce que vous a dit Pierre-Louis Bras, cette création du CSR donc, ne remettait pas en cause le rôle du corps comme producteur des projections, puisque c'est sur la base de ces projections du Conseil d'orientation des retraites que le CSR était supposé, il l'a fait, rendre un avis tous les ans avant le 15 juillet. Il faut rappeler effectivement que le corps a joué, donc moi j'ai longtemps appartenu au corps avant de participer au CSR, il faut rappeler effectivement que le corps a joué un rôle considérable pour la création du consensus autour des projections en matière de retraite. Moi j'ai commencé ma carrière comme démographe et dans les années 80, dans le débat sur les retraites, c'était même la pertinence des projections démographiques qui était mise en cause, alors qu'il s'agit d'un exercice quand même relativement comptable. Alors effectivement après on peut faire, les résultats dépendent des hypothèses, mais au moins hypothèses données, on sait montrer le caractère relativement inéluctable du vieillissement démographique et la nécessité donc d'ajustement du système de retraite. Donc pour abonder un petit peu dans le sens de Pierre-Louis Bras, je dirais c'est un peu une position personnelle mais relativement partagée par les membres du CSR avec qui j'ai eu l'occasion d'en discuter. Cet acquis du corps semble à préserver et surtout le fait que voilà, ces projections ont pu être construites dans le cadre du corps par des échanges entre l'ensemble des parties prenantes. Donc le CSR, par rapport à ça, était clairement dans une autre fonction, une fonction de comité d'alerte. Pas exactement un rôle de comité de pilotage. Il y avait eu la tentative de mise en place d'un copilor après la réforme de 2010, qui n'a pas fonctionné. Le CSR avait été envisagé, je crois, un temps comme une instance de pilotage, mais ce n'est pas ce qui a été retenu. Le S est tout à fait significatif. Il s'agit juste d'envoyer des messages d'alerte, de faire éventuellement des propositions, mais ce n'est pas le CSR qui est en charge de piloter quoi que ce soit. Du reste, avec 5 membres, il serait bien en peine de piloter à lui tout seul un système aussi complexe que celui qu'on a actuellement. Alors concrètement, dans sa brève histoire, donc, il y a eu 6 avis qui ont été rendus depuis 2014. Les 3 premières années d'existence, on n'a pas eu à émettre de recommandations. On était sur la trajectoire prévue. Même sans recommandation, le CSR avait quand même renouvelé dans chacun de ses avis quelques messages généraux, souligner la problématique, alors maintenant que tout le monde a bien en tête dans le débat public, de la dépendance à la croissance économique des résultats du système de retraite, qui est un résultat qui est la conséquence de choix qui ont été faits dès les années 80 de basculer à des modalités d'indexation sur les prix, le défaut général de lisibilité du système, et également souligné, parce que je ne vous ai pas dit que le CSR a été accompagné d'un jury citoyen qui se réunit également au mois de juillet et qui est consulté sur le projet d'avis et avec qui on échange sur l'état du système de retraite. Et donc le défaut de lisibilité est quelque chose qui est également souligné régulièrement par ce jury citoyen.
Et puis pour ce qui concernait l'exercice de sa fonction d'alerte, le CSR indiquait la nécessité. Donc le rôle du CSR est quand même très très encadré par la loi de 2014. On a une série très précise d'indicateurs à suivre et on doit dire qu'ils doivent évoluer dans certaines fourchettes. Et on est surtout là pour dire si ils sortent de la fourchette en question, mais avec une série d'indicateurs qui effectivement d'une vision qu'on peut juger restrictive de la façon dont fonctionne le système de retraite. Là, je vois qu'il y a un débat qui émerge sur les CATIP et leur représentativité. Le nombre de CATIP qui est censé examiner le CSR est tout à fait restreint, donc ne permettent pas d'avoir une vue d'ensemble de la façon dont fonctionne le système. Ça, c'était pour les 3 premières années. En 2017, on a eu des révisions plus substantielles des projections du Conseil d'orientation des retraites, illustrant notamment donc, cette propriété de sensibilité aux hypothèses de croissance économique, mais aussi des problèmes qu'on avait un peu sous-estimés jusque-là sur la pertinence de certains des indicateurs de solde traditionnellement utilisés pour évaluer la situation financière du système de retraite. Bon, ça nous a mis dans une position un petit peu compliquée, à la fois expliquer que visiblement il y avait quand même des mesures envisagées, mais tout en invitant quand même à relativiser la signification de certains indicateurs de solde, notamment d'un indicateur qui était un peu un indicateur traditionnel, qui avait la propriété étrange de dire que si on se mettait à avoir une politique financièrement plus rigoureuse en matière de salaire, de rémunération et d'effectifs de la fonction publique, eh ben on dégradait la situation globale du système de retraite, alors qu'en principe on faisait plutôt ça pour restaurer la situation des finances publiques. Donc on a essayé de faire un petit peu de pédagogie. Je pense que ça a aidé aussi un peu le corps à faire évoluer sa façon de présenter ces indicateurs de solde. Alors ceci étant donc un double message, il y a quand même une situation qui apparaissait plus dégradée, même s'il ne fallait pas surinterpréter les plus négatifs des indicateurs de solde. Ceci étant, vu que nous étions en 2017 et donc l'idée d'une réforme était donc clairement annoncée, l'avis du CSR avait laissé ouverte l'option de savoir si ce problème était à régler en amont de la réforme qui était envisagée ou dans le cadre de cette réforme. Alors comme le gouvernement y est tenu, il a répondu à cet avis en disant que ça serait plutôt dans le cadre de la réforme que le problème serait envisagé. Bon, enfin, c'était en 2017. Sur la base de cette réponse, en fait, en 2018 et en 2019, on a réitéré les mêmes avis. 2018, les projections du corps étaient à nouveau un petit peu moins défavorables. 2019, à nouveau un petit peu plus dégradées. Donc ça vous montre toute la difficulté. En fait, quand on dit les projections sont instables, le corps révise tout le temps, etc., ce qui est révisé à la base, c'est les hypothèses de croissance économique. Et par nature, celle-là, cette croissance économique n'est pas parfaitement prévisible, aussi bien à court qu'à long terme. Sur l'avis 2019, alors en accompagnement de la réitération de la recommandation de 2017 et 2018, on a fait donc de nouveaux efforts pédagogiques sur ce qu'on pense être le bon indicateur, le bon usage des indicateurs de solde. On les présente un peu comme des indicateurs d'alerte, mais en fait la vraie chose à suivre, c'est la part des retraites dans le produit intérieur brut. C'est en gros le débat qu'on a à avoir sur la part que la collectivité entend consacrer à ses dépenses de retraite. Et puis on avait remis un peu en avant le rôle de l'incertitude démographique. En fait, ce qui s'est passé historiquement, c'est que c'est surtout à partir de la crise de 2008-2009 que cette question de la sensibilité aux hypothèses de croissance économique est venue sur le devant de la scène, parce que suite à la crise, effectivement, la crise a ouvert une grosse incertitude sur ce que pouvait devenir la croissance future. Et donc le corps, depuis cette date, a pris l'habitude de mettre d'abord en exergue l'impact des variantes de croissance économique, alors qu'auparavant, il y avait à la fois l'impact des variantes démographiques et économiques. Donc ce qu'on a fait cette année, c'est rappeler aussi qu'au niveau démographique, rien n'est sûr. Il y a certains indicateurs qui vont dans le sens, c'est l'évolution de certains indicateurs va dans le sens d'un vieillissement plus rapide, certains autres d'un vieillissement un petit peu plus lent. Et donc, il y a derrière tout ça des problématiques de pilotage. Et donc, on rappelait que ça faisait partie des choses à prendre en compte dans le cadre de la réforme. Et toujours sur cette réforme, tout en indiquant qu'elle allait bien évidemment dans le sens donc, de la lisibilité demandée par les avis précédents, on mettait évidemment en avant sa grande complexité, notamment pour la phase de transition, mais également sans être en mesure de donner un avis plus précis sur un projet dont le contenu exact n'était pas encore connu. En fait, notre avis a été rendu juste quelques jours avant la remise du rapport du haut-commissaire à la réforme des retraites. Donc voilà ce que je peux dire sur ce comité de suivi des retraites. Donc c'est effectivement un peu par rapport à cet existant qu'on peut apprécier le projet de mise en place du
du comité d'experts indépendants sur les retraites. Donc, c'est une instance que je voyais à la base, effectivement, comme un petit peu du même esprit que le comité de suivi des retraites, mais avec, donc, visiblement, la réattribution de cette mission de réalisation des projections qui actuellement incombe au corps, avec ce risque que ça charge beaucoup sa barque et surtout que ça nous prive de ce processus d'élaboration collective des projections qui, je le répète, me semble a joué un rôle très important dans l'évolution, la maturation du débat sur les retraites en France. Voilà, je vous remercie également. Merci. Alors, je vais donner la parole maintenant aux deux rapporteurs pour 2 minutes chacun. Donc, Monsieur Gouffier-Cha. Merci Madame la Présidente, merci Messieurs les Présidents pour vos propos introductifs. Alors je laisserai une partie des sujets de gouvernance à notre collègue Carole Grandjean par rapport au système actuel, enfin à venir. Peut-être une première question. En 2010, le corps avait fait un rapport de mémoire intitulé Annuité, points et compte notionnel. Pouvez-vous nous dire quel était un peu l'historique déjà à l'époque de ce rapport et quelles étaient les conclusions au regard justement de la réforme que nous menons aujourd'hui, qui justement nous démontre que ce sujet de mettre en place un système universel de retraite n'est pas nouveau, notamment. Peut-être un deuxième point, bien entendu, sur les difficultés du système actuel. Pouvez-vous nous éclairer les uns les autres? On en a beaucoup parlé durant nos auditions. Tous les collègues ici ne sont pas membres au départ de la commission Affaires sociales puisque c'est une commission spéciale. Quelles sont-elles réellement les difficultés de notre système actuel et à quelles difficultés devons-nous attendre demain? Par ailleurs, Monsieur le Président Blanchet, vous soulignez tout à l'heure un problème de lisibilité de notre système. Pouvez-vous rentrer un peu plus en détail sur les problèmes de lisibilité que pose aujourd'hui notre système? Et puis peut-être une dernière question tout de même par rapport à la gouvernance, sans rentrer dans le détail de ce qui est proposé dans le projet de loi, mais pour savoir ce qui existe dans les pays voisins. Et j'aimerais savoir si chez nos voisins, dans les systèmes de retraite, de telles instances d'expertise existent également et si les partenaires sociaux, les parlementaires, y sont associés. Je vous remercie. Merci, Olivier Véran. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais m'adresser à Pierre-Louis Bras pour dire que c'est vrai que chaque année, dans le cadre des auditions du PLFSS, le corps et le CSR participent aux auditions. C'est souvent un bel exercice de pédagogie et d'information qui peut nous être apporté par ces deux organismes, en particulier le corps, puisque Pierre-Louis Bras avait pris, je crois, près de 2 heures cette année pour expliquer le fonctionnement du système et les perspectives de retraite. Et je comprends parfaitement ce qui peut ressentir ce soir. Pour me permettre de paraphraser un grand chanteur français dont il était question tout à l'heure, je dirais que le chagrin joue parfois avec les lois et que les lois jouent avec nos plaies. Cela étant, j'ai quand même 2 questions techniques à vous poser pour revenir au fond du texte. La première question sera, est-ce que des prévisions à 30, 40 ou 50 ans, puisqu'on sait que la réforme des retraites sera pleinement effective pour l'ensemble des Français qui seront rentrés sur le marché du travail d'ici environ à 2065, est-ce que des prévisions à de telles décennies devant nous d'envergure vous semblent des prévisions d'un niveau de fiabilité satisfaisant? Et le deuxième chiffre, c'est le chiffre de 5 ans. C'est-à-dire que la loi organique prévoit qu'à 5 ans, il faut qu'il y ait un équilibre systématique du système de retraite, sans quoi le gouvernement sera engagé à prendre toute disposition nécessaire pour retrouver cet équilibre. 5 ans, ce n'est pas la durée d'un cycle économique. Un cycle économique, on considère que c'est plutôt 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix de 5 ans? Est-ce qu'il vous semble cohérent vis-à-vis des objectifs qui ont été fixés par le gouvernement? Merci. Jacques Maire, rapporteur du titre 2. Oui, une question un petit peu analogue. D'abord, effectivement, des hommages à M. Bras pour sa grande expérience qui a traversé les gouvernements. La question que je pose, effectivement, c'est sur la capacité à pouvoir intégrer des différents dispositifs qui sont liés, par exemple, la promotion de l'emploi des seniors, la retraite progressive, les questions de cumul emploi-retraite, qui sont aujourd'hui un peu poussées, qui sont aussi en même temps généralisées dans le secteur public. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte, effectivement, d'imaginer ou de formaliser l'impact de ce genre de mesures sur le taux d'activité et, in fine, sur le financement de l'équilibre
du système universel. Madame Corinne Vignon, rapporteure du titre 3. Merci Madame la Présidente. Madame et Messieurs les rapporteurs, Messieurs les présidents, chers collègues, bon, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, effectivement, comme le disait mon collègue et ami Véran. Toujours un plaisir de vous recevoir et vos notes d'humour sont toujours bien appréciées. Alors, j'ai 2 questions concernant le titre 3. Alors, bien qu'il tende à se réduire au cours des temps, les écarts de pension entre les femmes et les hommes sont encore élevés. Une partie de l'écart de niveau de pension entre les femmes et les hommes se trouve actuellement réduit par les avantages familiaux dont peuvent y bénéficier les mères de famille et par les avantages conjugaux auxquels elles peuvent prétendre, et surtout les veuves. Avez-vous réalisé des simulations pour mesurer les effets de la modification des droits familiaux sur le niveau des pensions des assurés du système universel ? Le fait de permettre à un couple d'attribuer 100% des majorations de pension au père ne risque-t-il pas de creuser à nouveau des écarts de pension entre les femmes et les hommes ? Deuxième question, de manière générale, considérez-vous que le système universel de retraite sera plus redistributif que les régimes actuels, notamment pour les femmes, les travailleurs à temps partiel, les travailleurs ayant eu de faibles revenus toute leur vie ou encore les aidants ? Et enfin, sur les minima de pension, pouvez-vous nous rappeler les raisons de l'actuel décrochage entre l'ASPA et le minimum contributif ? Comment analysez-vous en conséquence le dispositif garanti de 85% du SMIC net prévu par l'article 40 du projet de loi ? Je vous remercie. Merci. Carole Grandjean, rapporteure titre 4. Merci Madame la Présidente, Madame et Messieurs les rapporteurs. Messieurs, merci pour votre présence ce soir et ces échanges. Chers collègues, dans le cadre de la future gouvernance des retraites, la volonté d'organiser un pilotage du système universel et des paramètres essentiels de valorisation des droits à la retraite est prévue au travers du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime universel. Il est prévu, concernant le pilotage annuel et pluriannuel, une place centrale pour le comité d'expertise. Dans ce contexte d'évolution, comment pourriez-vous envisager la place du corps, une définition de mission complémentaire et l'articulation entre ces différentes instances ? J'ai une question qui s'adresse au CSR. Comment organisez-vous la procédure d'alerte et l'organisation du jury citoyen, son mode de sélection, son mode de consultation, le poids de leur avis et la traduction dans l'avis ? Voilà, nous aurons l'occasion dès la semaine prochaine en commission d'apporter des clarifications à certaines dispositions du projet de loi dans le respect de la confiance faite aux acteurs du paritarisme, des experts et de notre engagement d'équilibre. Je vous remercie. Merci. Monsieur Paul Christophe, rapporteur titre 5. Oui, merci Madame la Présidente. Le titre 5 offre une vision d'ensemble de la réforme systémique des retraites, des opportunités qu'elle soulève, mais aussi des interrogations légitimes qu'elle relaie sur la conservation des droits constitués avant l'entrée en vigueur du système universel de retraite et la phase de transition. Cette dernière jouera un rôle clé dans le succès du déploiement du système universel de retraite. Cette transition sera déterminante pour assurer la conversion des droits acquis et la valoriser l'ensemble des carrières à hauteur des efforts contributifs des assurés. Aussi, pourriez-vous nous éclairer sur les priorités qui vous semblent devoir être prises en compte pour assurer le succès de cette conversion ? Les projections du dernier rapport annuel du corps montrent que la part de richesse nationale dédiée aux retraites demeure étroitement liée à l'environnement économique. Dans le scénario d'une hypothèse de croissance de la productivité du travail à 1,3%, soit la moyenne constatée sur la période 1990 à 2018, le système de retraite ne se retrouve jamais à l'équilibre. Selon vos projections, la part de pension dans le PIB passe de 13,8% aujourd'hui à 13% environ en 2050. Après réforme, l'étude d'impact qui vous a été fournie précise que les masses de prestations atteindraient 12,9%, soit un niveau quasiment identique aux masses qui auraient été versées hors réforme. Et bien évidemment, hors mécanisme de transition prévu au titre 5, retenu pour la prise en compte des droits acquis et revalorisation salariale, notamment à destination des enseignants. J'aimerais connaître votre avis sur cette hypothèse. Merci. Et maintenant, je vais donner la parole aux orateurs des groupes pour 3 minutes. Avec d'abord Monsieur Thierry Michels. Merci Madame la Présidente, Messieurs les représentants du Conseil d'orientation des retraites et du Comité de suivi des retraites, mes chers collègues. Messieurs les représentants, je tiens d'abord à vous remercier pour les travaux réalisés par vos 2 organismes. Ils jouent
en effet un rôle fondamental pour éclairer les décideurs publics en établissant les diagnostics sur la situation financière de notre système de retraite et sur le respect des objectifs de ce dernier. L'article 56 portant création du comité d'expertise indépendant des retraites entraîne une réforme importante de vos instances. C'est un point qu'ont déjà évoqué les rapporteurs du texte. Je voudrais revenir quant à moi à l'essence de vos travaux, en particulier la pérennité financière du système qui retient notre attention ce soir. À la lumière de votre rapport de novembre dernier, c'est un déficit de 8 à 17 milliards d'euros à l'horizon 2025 qui nous attend si nous ne faisons rien. C'est l'objet de la conférence de financement qui sera lancée dès demain au Conseil économique, social et environnemental. Pour ce financement des retraites, les derniers rapports du corps ont d'ailleurs rappelé que le pilotage du système de retraite peut s'effectuer à partir de 3 leviers. Le niveau moyen de pension de l'ensemble des retraités rapporté au revenu d'activité moyen de l'ensemble des personnes en emploi et les règles d'indexation, le rapport entre le nombre de cotisants et de retraités, influencé par des déterminants démographiques, des comportements d'activité à tous les âges de la vie et par les règles du système de retraite, et notamment l'âge de départ, le niveau des prélèvements rapporté à la masse des revenus d'activité. Dès lors, je souhaiterais avoir votre avis sur les questions suivantes. La lisibilité permise par le système universel pour le futur comité d'expertise indépendant. Sera-t-il plus facile, entre guillemets, d'évaluer les futurs équilibres du système de retraite et donc d'éclairer les décisions de la gouvernance du système universel? La pertinence d'un équilibre financier pluriannuel sur 5 ans, notamment au regard des cycles économiques. Les paramètres et les hypothèses les plus critiques sur lesquels repose l'équilibre financier du système. Quels sont ceux qui ont l'importance la plus grande et qu'il convient de prévoir avec la finesse la plus précise? Enfin, quelle lecture faites-vous de l'étude d'impact du projet de loi par rapport à vos propres travaux? Je vous remercie. Merci. Marine Brognier pour les Républicains. Merci Madame la Présidente et merci Messieurs pour votre présence. Après la remise par le haut-commissaire en charge des retraites en juillet dernier de son rapport, celui du corps était particulièrement attendu. Ce rapport a marqué les esprits à bien des égards. Outre la méthode, ce sont essentiellement les chiffres que vous présentez qui ont suscité l'émoi. Un déficit pouvant aller de 7 à 17 milliards d'euros selon des conventions comptables que vous estimez vous-même discutables. De plus, ce déficit qui pourrait varier de 10 milliards d'euros, plusieurs de vos membres ne sont pas persuadés de l'obligation de le résorber d'ici 2025 par des mesures économiques. Vous le soulignez, 3 leviers peuvent être envisagés afin de permettre un retour à l'équilibre du système. Toucher au montant de la pension, augmenter les cotisations ou décaler l'âge de départ à la retraite. Si vous exprimez dans votre rapport des réticences envers l'utilisation de ces leviers, le décalage de l'âge de départ ne vous semble-t-il pas plus juste pour les assurés, à l'exception des cas de pénibilité sur lesquels nous reviendrons? Certains émettent l'idée de passer de 35 à 37 heures de travail par semaine afin de pérenniser le financement du système de retraite sans actionner ces leviers. Avez-vous déjà testé ces changements sur le temps du travail? Notre système de retraite repose sur la solidarité intergénérationnelle et donc sur le présupposé que le nombre d'actifs est suffisant pour prendre en charge le nombre de retraités. Le gouvernement souhaite mettre en œuvre un principe de pénibilité objectivée, mais comment le financer? De même, la question demeure dans le cadre des carrières dites hachées, de la difficulté de retour à l'emploi des seniors ou des personnes handicapées. Sur quel pilier devons-nous faire reposer ce financement? La question du travail et de la retraite n'aurait-elle pas dû être traitée en commun dans un texte voulant mettre en place un régime universel? Enfin, votre rapport fait état d'une situation qui nous préoccupe et nous semble injuste. Il s'agit de l'avenir des caisses autonomes. Contrairement aux régimes spéciaux, financés en très grande partie par des subventions publiques, les caisses autonomes sont équilibrées et même souvent bénéficiaires grâce à une gestion saine sur le long terme. Ces dernières, en plus d'être bénéficiaires, participent à l'effort de solidarité en finançant à elles seules 27% du régime général. Or, leur avenir semble compromis. Certains diront même que l'objectif de cette réforme serait de puiser dans ces réserves pour équilibrer un régime déficitaire. Je n'oserais croire que cette ambition nous soit dissimulée. De plus, celle-ci n'ayant pas de vocation pérenne, une fois les caisses épuisées, cela limiterait très considérablement dans le temps l'impact de la réforme. Aussi, je souhaiterais connaître votre opinion sur l'avenir de ces caisses au sein d'un régime qui se dit universel, mais dont les contours flous ne seront dessinés qu'après les nombreuses ordonnances et décrets annoncés. Je vous remercie. Merci. Madame Nathalie Elimas pour le MoDem.
Merci Madame la Présidente. Merci Messieurs les Présidents pour vos interventions respectives. Notre groupe sur ce texte s'est fixé plusieurs priorités, parmi lesquelles la gouvernance du nouveau système qui figure en bonne place. C'est pourquoi nous nous réjouissons de cette audition qui revêt une importance particulière puisqu'elle devrait nous permettre de saisir parfaitement les enjeux et les perspectives de la refonte de l'écosystème institutionnel des retraites. J'aurai donc 2 séries de questions, une première série sur les transitions et une deuxième série sur le rôle du corps donc dans la nouvelle organisation. Le titre 5 du projet de loi ordinaire définit les principes de gouvernance et de pilotage du système universel. Il instaure une caisse nationale universelle de retraite, la CNRU, qui s'appuiera elle-même sur les trajectoires établies par un comité d'expertise indépendant nouvellement créé et qui remplace donc le CSR issu de la réforme Touraine. Le projet de loi indique que ce nouveau comité reprendra les missions de l'ancien qui s'éteindra à terme. Aussi, quelle sera donc la différence fondamentale entre ces 2 comités, si ce n'est la notion d'indépendance. Sur la question des nominations, dans quelle mesure le processus de nomination sera-t-il différent? Qu'est-ce qui permettra de déterminer l'indépendance de ces experts vis-à-vis notamment des projections effectuées par d'autres administrations? Enfin, sachant que la composition du CSR a été récemment renouvelée, quelles seront les conditions de transition avec le CEI? Par ailleurs, et nous nous félicitons que le projet de loi prévoit le maintien du corps dans sa forme actuelle, organe dans lequel, on l'a dit, les parlementaires notamment sont autorisés à siéger, et ce qui nous paraît important et primordial, même dans le processus de transition qui va s'opérer. L'article 56 du projet de loi précise que le corps et le comité d'experts indépendants travailleront de concert, le premier s'inspirant des rapports du second. Aussi, Monsieur Bras, comment envisagez-vous cette collaboration et comment voyez-vous le rôle du corps dans le nouveau système? Voilà autant de questions, je m'en excuse, mais il nous semble très important de pouvoir vraiment cranter les périmètres et les prérogatives et même les rôles de chacun des organismes institutionnels qui seront les garants de la solidité du futur système. Je vous remercie. Merci. Boris Vallaud pour les socialistes. Merci Madame la Présidente, merci Messieurs les Présidents pour votre intervention. D'abord, dire, parce que c'était un des éléments importants de ce que nous avons entendu, la consternation qui est la nôtre devant le sort qui est réservé au corps. Donc je dois vous dire que nous avons du mal à comprendre ce qui anime le gouvernement, ou plutôt nous le comprenons trop bien. C'est que, évidemment, le comité d'expertise indépendant n'aura d'indépendant que le nom, et que tout cela participe d'une reprise en main par Bercy du pilotage des retraites. Et je voudrais moi vous dire, au nom de notre groupe, que nous apprécions le travail qui est conduit, et vous avez raison de le dire, avec des hypothèses qui vous sont fournies. L'ensemble des organisations syndicales se sont émues de cette disposition dans la loi. J'aurais plusieurs questions. La première, c'est relatif à vos derniers travaux. Certains ont déduit de votre dernier rapport qu'il fallait prendre très vite des mesures d'économie par l'âge, et d'autres en ont tiré la conclusion strictement inverse. J'aimerais savoir ce qui fonde ces divergences et que vous puissiez nous rappeler les conclusions de ce rapport, sur quelles hypothèses elles se fondent, de quoi est constitué le déficit, et si nous avons raison de craindre, comme le disait M. Majoubi il y a quelques jours, que dans 15 ans, nous n'ayons plus de système de retraite. Ça, c'est la première question. La deuxième question, elle tient à l'étude d'impact. Je voudrais évidemment assez rapidement avoir votre appréciation sur la qualité, je veux dire, méthodologique du travail qui a été accompli. Il y a un certain nombre de projections qui se font sur sur un mix entre 1, 2 ou 3 des conventions comptables que le corps a l'habitude d'utiliser. On ne sait pas bien d'ailleurs ce qui prévaut au choix, par exemple, de réclamer 12 milliards d'euros à la conférence de financement. On ne sait pas très bien comment tout ça a été calculé. Est-ce qu'un certain nombre de partis pris vous paraissent sérieux, comme la poursuite de la réforme de 2014, au-delà de ce que la loi
a prévu, les projections sur la rémunération, l'évolution de la rémunération des fonctionnaires. Est-ce que ça vous paraît une hypothèse crédible que d'envisager une augmentation du pouvoir d'achat pendant 50 ans par la seule augmentation de la part des primes? Est-ce qu'un certain nombre d'hypothèses d'augmentation de la productivité qui sont en contradiction criante avec ce qui en a été le rythme ces 6 dernières années vous paraît sérieuse? Est-ce que le fait de faire des cas types sans faire bouger l'âge pivot alors que c'est un des déterminants de la réforme vous paraît également sérieux? Est-ce que l'absence d'études macroéconomiques, c'est-à-dire sur les impacts que la réforme pourrait avoir sur le chômage, sur les salaires, sur la répartition des revenus, sur le PIB, vous paraît sérieux? Et est-ce que l'on peut apprécier des gagnants et des perdants de cette réforme sans prendre en compte l'ensemble du cycle de vie? C'est-à-dire qu'on peut gagner en pension et perdre en cotisation. Et là, les deux ont été séparés. Merci. Agnès Firmin-Lebaudot, pour l'UDI Agir indépendant. Merci Madame la Présidente. Merci Messieurs de votre présentation. Moi, ma question portera sur l'emploi des seniors. On sait que la question de l'emploi des seniors constitue l'une des questions cruciales de toute réforme du système des retraites. Plusieurs leviers sont évoqués pour améliorer l'emploi des seniors, comme le tutorat, pour permettre la transmission des savoirs entre générations. L'effet horizon est également fréquemment mentionné lorsqu'on évoque les liens entre le recul de l'âge de départ à la retraite et l'emploi des seniors. L'effet horizon désigne le lien entre âge de cessation d'activité et l'âge de départ en retraite. Il traduit l'idée selon laquelle le recul de l'âge légal de départ à la retraite permettrait d'augmenter le taux d'emploi des seniors et l'âge moyen de départ en retraite en incitant à la fois salariés et employeurs à investir dans l'emploi. Dans un rapport de novembre dernier, le Conseil d'orientation des retraites estime, à législation constante, que les effets cumulés des dernières réformes des retraites permettront une augmentation du temps d'emploi des 60-64 ans significative entre 2010 et 2030. On passerait d'un taux d'emploi de 19,2% en 2010 à 40% en 2020, puis 52% en 2030. Avez-vous réalisé des projections sur les faits liés à la mise en place d'un âge d'équilibre systémique sur l'emploi des seniors? Par exemple, quelles seraient les conséquences avec un âge d'équilibre systémique fixé à 65 ans, comme le suggère l'étude d'impact? Merci. Janine Dubié pour Liberté Territoire. Merci Madame la Présidente. Merci Messieurs les Présidents pour vos présentations respectives. Alors, comme mes collègues, au nom du groupe Liberté et Territoire, nous nous interrogeons sur l'article 56 du PJL qui prévoit la création d'un comité d'expertise indépendant des retraites qui sera chargé de suivre l'état du système universel et ses perspectives d'évolution, ainsi que d'apporter son expertise dans le cadre du pilotage financier du système universel. Or, si l'exposé des motifs du projet de loi indique que ce comité reprendra les missions du comité de suivi des retraites, qui sera donc remplacé, nous nous interrogeons quand même sur le rôle de ce futur comité d'expertise et son articulation avec le corps. Et donc, il nous semble qu'après cette réforme, le corps devrait se contenter de faire des recommandations sur la base des rapports du comité d'expertise. Bon, je ne reviens pas sur la notion d'indépendance. Donc, approuvez-vous cette nouvelle organisation et comment vous envisagez la transition vers ce nouveau système de gouvernance? Ma deuxième question, elle portera sur l'appréciation de la trajectoire financière du système des retraites qui est étroitement liée aux hypothèses d'évolution démographique relatives à la natalité, au solde migratoire et à l'espérance de vie. Mais en même temps, ça doit tenir compte aussi de l'assiette de prélèvement qui sert à financer le système. Or, on entend de plus en plus une petite musique qui dit que 80% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Et donc, l'intelligence artificielle, la robotique, tout ça va bouger le monde du travail. Est-ce que, au-delà des données démographiques, l'évolution du monde du travail et de l'exercice de l'activité salariée, est-ce que c'est un élément que vous prenez en compte dans vos appréciations de trajectoire financière du système des retraites? Merci. Merci. Clémentine Autain pour la France Insoumise. D'abord, toutes mes condoléances. Je ne pensais pas que vous étiez auditionné sur votre propre sort. Et en effet, à l'article 56 du projet de loi, avec la création d'un comité d'expertise, il y a bien la remise en cause de la pertinence et de l'existence même du corps. Alors, l'argument selon lequel les partenaires sociaux sont jugés partis seraient jugés partis et donc il faudrait faire autrement sans eux, est un argument pour le moins fallacieux parce que
on peut se demander si les partenaires sociaux ont réellement tenu la plume au moment de la remise de vos derniers rapports, hein. Vu les commentaires qui ont été faits par un certain nombre d'entre eux, j'ai en mémoire le rapport du corps est une commande du gouvernement. Bon, voilà, c'est évidemment un argument qui se retourne contre vous, alors qu'on pourrait dire que vous avez été plutôt de bons élèves dans ce domaine, et les projections qui ont été réalisées dans le cadre de ce rapport ont organisé le déficit du système de retraite pour présenter des scénarios d'augmentation de l'âge ou de baisse des pensions. Et la quasi-totalité du déficit que le corps a projeté provient dans votre document de l'austérité salariale et de la baisse des effectifs publics. D'autres scénarios auraient pu être testés. On aurait pu imaginer qu'on avait une hausse des recettes. Ça ne fait pas partie du scénario. On aurait pu également projeter que l'égalité entre les hommes et les femmes allait augmenter, ce qui aussi permettait d'alimenter les caisses publiques pour les retraites. Mais tout cela n'est pas testé. Alors, c'est important de bien avoir en tête ce qu'est le corps, ce que sont ces rapports aujourd'hui et comment ils ont servi quelque part les consciences et le débat public pour imposer un régime qui, du coup, devient de fait, puisque, en clair, les salaires stagnent, les effectifs publics fondent, donc on n'a pas d'autre solution que de baisser les pensions ou d'augmenter l'âge de départ à la retraite. C'est un peu ce qui a été tout à fait mis en scène par le gouvernement et avec l'appui de ce rapport ces derniers temps. Alors maintenant, sur la question de quelle peut être la structure ad hoc qui permet de garantir des rapports qui soient des rapports en effet plus indépendants et qui ne soient pas si orientés par le gouvernement et instrumentalisés d'une certaine manière par le gouvernement, c'est une vraie question et à l'évidence, la proposition qui est dans ce projet de loi n'y répond absolument pas. Et comité d'experts indépendants, franchement, le nom est totalement risible. Quand on regarde la liste, le président va être nommé par le président de la République, Emmanuel Macron, un membre nommé par le CESE, un autre par le président du Sénat, un autre encore par le président de l'Assemblée nationale, 2 par la Cour des comptes. Et au total, c'est évident que ce comité d'expertise dit indépendant sera largement à la main du pouvoir en place. Donc on est bien devant un problème. Et je pense que notre commission a à traiter cette question de l'indépendance des rapports qui sont remis et qui doivent contribuer à orienter la décision publique. Merci. Monsieur Pierre Dharréville pour le groupe GDR. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais, même si évidemment vous avez eu, parce que c'est dans vos missions, à répondre parfois à des commandes de la part du gouvernement et qu'il y a eu par exemple peut-être dernièrement un petit rapport de dernière minute pour essayer de donner un coup de pouce peut-être à des sujets sur lesquels le gouvernement comptait s'appuyer. Bon, mais cela étant dit, moi je voudrais quand même dire l'intérêt de votre travail pour produire des données, des analyses, des diagnostics partagés, discutés et qui effectivement permettent aussi d'essayer d'objectiver un certain nombre de données sur lesquelles nous pouvons baser des orientations sociales et politiques. Il paraît en effet étonnant, et vous l'avez fort bien souligné, Monsieur Bras, que des représentants des salariés, par exemple, soient écartés de la future instance qui doit naître de ce projet de loi s'il devait continuer à être examiné. Cela paraît étonnant, mais si je comprends bien, si je lis un petit peu entre les lignes ce qui se passe, peut-être y a-t-il un scénario préécrit, une sorte d'hypothèse selon laquelle on y reviendrait quand même un peu et que ça constituerait l'un des petits éléments qui seraient lâchés aux partenaires sociaux pour essayer de quand même leur montrer qu'on a quand même un petit peu de considération pour eux. Mais bon, voilà, je crois lire ce scénario. Il me semble que ça serait nettement mieux que rien, mais quand même nettement insuffisant au regard des exigences qui sont les leurs. Cela étant dit, évidemment, je pense que ça serait plutôt mieux ainsi qu'en l'état actuel des choses. Nous voici en tout cas devant un projet qui modifie la philosophie même du système avec une réforme paramétrique permanente et un blocage, voire une décroissance des ressources. Et peut-être est-ce cela d'ailleurs qui a scellé votre sort dans un premier temps, parce que s'il y a une réforme paramétrique permanente, finalement, pourquoi y aurait-il besoin d'un conseil d'orientation des retraites qui regarderait à long terme comment les choses évoluent? Bon voilà, mais tout ça n'a jamais été avoué clairement par les promoteurs de la réforme. Nous allons pourtant avoir encore besoin de vous, au moins pour la transition, parce que là c'est complètement nébuleux, on ne sait absolument pas où on va.
Je voudrais savoir si vous trouvez que votre diagnostic est suffisamment bien compris, le dernier diagnostic que vous avez produit, quand on voit qu'il sert à discréditer aujourd'hui le régime actuel. On ne sait plus bien s'il faut faire la réforme pour des raisons financières ou justement parce qu'il n'y a pas de péril financier. Les deux arguments ont été employés pour la justifier. Voilà. Nous avons constaté l'existence également d'un tabou sur l'augmentation des ressources pour les retraites, notamment sur la mise à contribution des revenus du capital. J'imagine que cela fait l'objet de discussions et d'analyses de votre part qui m'intéresseraient. Nous pensons que des améliorations sont nécessaires pour les femmes, les agriculteurs, les carrières précarisées, etc. et possibles dans le système actuel. Et nombre de mesures dans ce projet viennent d'études que vous avez conduites. Y retrouvez-vous vos petits? Enfin, ma dernière question, est-ce que vous comprenez les difficultés qu'a le gouvernement à produire des études consistantes? Messieurs les présidents, est-ce que vous en êtes d'accord si j'enchaîne avec les questions des parlementaires afin que vous puissiez grouper vos réponses? Ce serait dommage. C'est des questions des parlementaires. Hein, donc ils vont répondre. Ah, alors c'est différent. D'accord. Alors je vous laisse la parole. Merci pour toutes ces questions, merci pour ceux qui ont salué les travaux du corps. Vous comprendrez que présidant une institution où il y a des membres qui ont des avis sur ce qu'il faut faire en matière de retraite extrêmement divergentes, je vais être extrêmement prudent lorsque je vous parlerai de préconisation, parce qu'après tout, je peux avoir un avis, mais en tant que président du corps, je n'ai pas à en avoir sur ce qu'il faut faire, puisque je vous l'ai dit, ce qu'arrive à faire le corps, c'est à faire des diagnostics et à établir un consensus sur les données. Donc, bien évidemment, si vous me poussez dans mon retranchement, on pourra y venir, mais je vais me concentrer plutôt sur ce que nous produisons et sur ce qui a été admis par les partenaires sociaux, parce qu'aucun rapport du corps ne serait publié s'il y avait une opposition des partenaires sociaux. C'est la règle du jeu. Hein. Donc, quand un rapport du corps est publié, c'est parce que l'ensemble des membres ont accepté qu'il soit publié comme étant un rapport du corps. Ce n'est pas un rapport de Pierre-Louis Bras qui aurait concerté avec je ne sais qui, c'est un rapport du corps. Alors, donc je vais revenir sur le dernier rapport parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui tournaient autour de ce rapport pour revenir sur ce qu'il dit. Et effectivement, il dit des choses qui ne tiennent pas en une phrase. Et donc, désolé si je suis un peu long, mais la première chose qu'il dit, c'est la part des dépenses de retraite dans le PIB va être stable jusqu'en 2030. Dans cet exercice, on allait jusqu'à 2030. Quand on va plus loin dans des exercices précédents, on voyait que même dans beaucoup d'hypothèses, la part des retraites baissait. Et que dans l'hypothèse retenue par le gouvernement, la part des retraites baissait. Comme l'a dit Didier Blanchet, un des éléments qui me paraît le plus important pour apprécier notre situation, la situation de notre système de retraite, c'est quelle est la part de la richesse nationale qui doit être prélevée pour les financer, parce qu'en gros, ça mesure la part de l'effort qu'il faut demander aux actifs, en parlant rapidement, pour financer les retraites. Or, cette part est stable et même parfois elle baisse. Alors, quand je dis ça, en règle générale, la première réaction, c'est de dire, mais ce président du corps, il ne semble pas très au courant du fait que la France vieillit. Et si la France vieillit, la part des dépenses de retraite va augmenter. Le président du corps est conscient que la France vieillit et que demain, il y aura moins de cotisants pour un retraité. Dans le scénario central, non pas du corps, mais de l'INSEE, sur la démographie et donc sur les conséquences en termes de population active, nous avons actuellement 1,7 cotisants pour un retraité. En 2030, il y aura 1,6 cotisants pour un retraité. Et en 2070, il y aura 1,3 cotisants pour un retraité. Il n'y aurait que ça comme évolution. Bien évidemment, la part des retraites dans le PIB monterait jusqu'à 18, 19, je n'ai pas fait les calculs, mais augmenterait de manière très très importante. Mais il n'y a pas que ça comme évolution, il y a une autre évolution qu'on peut contester par ailleurs, mais en tout cas qui aboutit à ce résultat de stabiliser la part des dépenses de retraite, c'est que rapporté aux salaires, aux rémunérations, demain on donnera moins aux retraités. D'accord ? Et donc ces deux forces s'équilibrent. L'une va dans le sens de la part des retraites augmente, la force démographique, le fait que le nombre de cotisants par rapport aux retraités baisse. L'autre force
on donne moins aux retraités par rapport à ce que touchent les actifs, va dans l'autre sens. Et il se trouve que ces deux forces s'équilibrent jusqu'en 2030, et même qu'au-delà de 2030, dans le scénario qu'a choisi le gouvernement pour fonder la réforme, ça diminue. D'accord ? Donc, premier message, notre système de retraite ne dérape pas au sens où il demanderait plus demanderait plus de mains aux actifs. Au contraire, il va plutôt demander moins. D'accord ? Mais bien évidemment, et je ne le cache pas, et c'est en gros dans les rapports du corps, pour contrepartie, ça va avoir pour contrepartie que le niveau relatif de vie des retraités, qui est aujourd'hui à 105% par rapport à l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'en moyenne, le niveau de vie des retraités est à 105, alors que l'ensemble de la population est à 100. Ça, c'est les statistiques. Ce n'est pas du tout la perception. La perception, quand on a des sondages, c'est 60% des gens considèrent que les retraités ont un niveau de vie moins que les actifs. Moi, je vous donne les résultats qui ne viennent pas du corps, qui viennent de l'INSEE, ainsi de suite. Voilà. Donc aujourd'hui, les retraités sont à 105%, et parce que demain, on donnerait moins en relation à ce que touchent les actifs, ce niveau baisserait de 105 à environ 85 pour aller vite. D'accord ? Attention, ça ne veut pas dire que demain, les retraités seront moins riches que les retraités d'aujourd'hui. Je vous ai dit, c'est le niveau de vie relatif des retraités qui diminue. Ce n'est pas le niveau de vie absolu. Demain, les actifs, dans toutes les projections du corps, puisqu'on a une croissance des salaires de 1,3 parce que la productivité du travail augmente de 1,3, eh bien demain, parce que 1,3 par an pendant 50 ans, ça fait beaucoup, hein, donc demain, les actifs seront plus riches, les retraités aussi, mais relativement, les retraités de demain par rapport aux actifs seront moins riches qu'ils ne sont aujourd'hui, relativement. Donc, la part des dépenses de retraite dans le PIB est stabilisée, voire baisse, dans le scénario qu'a choisi le gouvernement. Et cela, avec une conséquence qui peut être critiquée, c'est une baisse du niveau de vie relatif des retraités. D'accord ? Et puis, en règle générale, j'ajoute, quand j'ai dit ça, que le fait que ça soit stabilisé ne veut pas dire qu'on est stabilisé au bon niveau. Si demain, je viens chez vous et je vous dis la température va être stable, si vous êtes à 21 degrés, vous allez dire c'est très bien. Si vous êtes à 35 degrés, c'est pas bien. Si vous êtes à 5 degrés, c'est pas bien non plus. Donc que des partis politiques, pour certains, disent ben, on est à 14, mais il n'y a pas de raison, c'est une félicité d'être à 14 et de se stabiliser à 14. Il faudrait qu'on soit à 16 ou à 17 parce qu'il faudrait que les retraités partent plus tôt et qu'ils aient plus de retraite. Très bien, si ils en tirent les conséquences sur les prélèvements sur les actifs. Si d'autres groupes politiques disent on est à 14, c'est beaucoup trop parce que ça demande beaucoup trop aux actifs, il faut être à 12. Très bien, je veux dire, c'est des projets politiques. J'ai sûrement une opinion, une péto, mais je ne vais pas vous la livrer parce que ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de vous dire ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, et le fait que ça soit stabilisé est une information importante par rapport à des discours catastrophistes, mais n'est pas une information qui clôt le débat politique. Donc, pour ce qui est des dépenses, c'est stabilisé. Alors pourquoi y a-t-il un solde ? Parce qu'en gros, le solde en 2018, c'est 0,1 point du PIB. D'accord ? En gros, 2,5 milliards. D'accord ? Et ce solde, vu en 2018, il aboutit, dans l'hypothèse la plus défavorable, à 0,7 points du PIB. Il est multiplié par 7 d'ici 2025. Alors que se passe-t-il ? Parce que si les dépenses sont stabilisées, a priori, comme les recettes sont assises sur la masse salariale, et que dans toutes nos hypothèses, la masse salariale évolue comme le PIB, et que les taux de cotisation sont stables, eh bien, les recettes devraient évoluer comme le PIB, et donc le solde devrait être stabilisé, puisque tout ça est stabilisé par rapport au PIB. La complexité de notre problème de retraite, c'est que, et ça personne n'arrive à le voir clairement, c'est qu'il y a un effet structure. Il se trouve que les cotisations appliquées sur les fonctionnaires, en prenant en compte les cotisations employeurs, sont bien supérieures aux cotisations appliquées sur les gens du privé, pour parler vite. D'accord ? En gros, là où pour les fonctionnaires, elles sont alors pour les militaires, elles sont à 126%, pour les fonctionnaires civils, elles sont à 74%, pour les fonctionnaires territoriaux de la CNRACL, elles sont à 30,6%,
Et pour la CNAV et l'Agirc-Arrco, elles sont à 16,46% sur l'ensemble des rémunérations. Donc, il se trouve que si l'on part de ces taux de cotisation, quand la part des fonctionnaires diminue dans l'ensemble des rémunérations, ça fait diminuer les ressources du système de retraite. Pour ce qui est des hypothèses sur l'évolution de la part des rémunérations des fonctionnaires, bien évidemment, on pourrait prendre des hypothèses différentes de celles qui se traduisent de la politique du gouvernement. Pour le moment, au sein du corps, tous les parties prenantes acceptent, dès lors que l'on fait des projections, de prendre comme base les projections et les hypothèses du gouvernement. Donc les hypothèses sur l'évolution des rémunérations des fonctionnaires, ce n'est pas le corps qui les établit. Nous prenons celles du gouvernement. Il nous a donné des projections jusqu'en 2030 pour le dernier exercice sur l'évolution à la fois des effectifs et sur l'évolution à la fois des rémunérations. Et quand je parle de rémunération, je dis notamment des traitements, parce que pour les fonctionnaires, quand je vous ai donné ces taux de cotisation, c'était le taux de cotisation qui s'applique sur le traitement, puisque pour les fonctionnaires, il n'y a pas de cotisation sur les primes. Je pense que cela a déjà été évoqué. Or, il se trouve que la politique du gouvernement actuel conduit à une diminution très importante de la part de la rémunération des fonctionnaires dans l'ensemble des rémunérations. En gros, en 2018, on est à 12% et on va passer à 9% en 2030. Que se passe-t-il ? Je ne vais pas vous donner de scoop, hein, c'est ce qui est prévu en termes de diminution des effectifs et c'est ce qui est prévu en termes d'évolution du point d'indice et des rémunérations et de part du traitement et des primes. Toutes ces hypothèses transmises par le gouvernement, je le répète, sont clairement indiquées dans le rapport du corps, je pourrais vous les citer, elles aboutissent à ce résultat. Donc, du fait de cet effet structure, alors même que si tout le monde, et demain, heureusement, dans le système universel, tout le monde aura le même niveau de cotisation, donc cette question ne se posera plus et le corps n'aura pas à faire des conventions, ce sera déjà un élément de simplicité. Mais dès lors qu'il y a cet effet structure, quand il y a une politique qui fait baisser la part des rémunérations des fonctionnaires dans l'ensemble des rémunérations, eh bien, ça se traduit par un solde en matière de retraite. Et comme, bien évidemment, c'est un effet un peu paradoxal qu'a déjà évoqué Didier Blanchet, quand on a une politique rigoureuse en matière de finances publiques sur les fonctionnaires, et je ne porte pas d'appréciation sur cette politique, bien évidemment, certains membres du corps se battent tous les jours et considèrent que cette politique n'est pas la bonne. J'en suis conscient, je le sais, voilà, mais ils acceptent, dans le cadre de l'exercice, de prendre les hypothèses qui sont fournies par le gouvernement, ce qui montre d'ailleurs que c'est des gens qui savent à un moment donné combattre une politique et puis après, pour faire un travail de diagnostic, admettre qu'on travaille sur ces éléments. Donc, du fait de cette forte baisse, eh bien, on a ce déficit très très important. Alors, comme au corps, on a voulu montrer le caractère paradoxal de cet effet. Quand j'ai une politique rigoureuse sur la fonction publique en termes de finances publiques, c'est-à-dire en gros des bonnes nouvelles, non pas pour les fonctionnaires, mais pour les finances publiques, j'ai des mauvaises nouvelles pour les retraites. Donc c'est tellement paradoxal qu'on a dit, on va faire plusieurs conventions. Et donc on fait une convention où on dit, même si l'État gagne parce qu'il a moins de fonctionnaires et il les paye un peu moins que n'évoluent les salaires du privé, eh bien on va faire une convention où il maintient sa contribution, il ne tire pas tout le profit qu'il pourrait tirer du fait que le nombre de fonctionnaires baisse. Ça s'appelle, dans notre dernier rapport et dans notre jargon, désolé, la convention EEC, effort de l'État constant. Eh bien, voilà, donc, dans cette convention EEC, bien évidemment, par construction, le solde est bien moindre. Et pourquoi y a-t-il un solde alors que je vous ai dit que normalement, il aurait dû se stabiliser à 0,1 ? C'est parce que là, on n'a pas fait effort des collectivités locales et des hôpitaux constants, puisqu'il reste encore l'effet CNRACL. Et puis, vous avez, pour être extrêmement précis, un dernier effet, il y a moins de contributions, mais là encore, c'est des entités publiques, de la CNAF
et de l'UNEDIC pour des raisons d'évolution du taux de chômage et d'évolution du nombre de personnes qui bénéficient de la VPF. Mais là, on rentre dans le détail. Donc, en gros, il y a un solde parce qu'il y a moins de contributions d'entités publiques. Voilà. D'où les réactions extrêmement différentes à notre rapport. Certains disant, en gros, il y a un solde, donc il faut prendre des mesures, et plutôt des mesures d'âge. Et puis d'autres disant, il y a un solde, mais ce solde n'est pas lié à une évolution des retraites, il est lié à une évolution des ressources, et cette évolution des ressources est elle-même liée à la politique de fonction publique. Donc, la nécessité, ou l'impérieuse nécessité de prendre des mesures d'équilibre par l'âge est beaucoup moins impérieuse que le disent les autres. Voilà. Mais là, vous voyez, moi, j'essaie de donner tous les éléments du débat pour que les gens puissent prendre leur décision. Il y en a qui font des phrases courtes, il y en a qui font des phrases plus longues. En général, c'est mieux d'avoir des phrases courtes, et je ne donne pas l'exemple parce qu'elles sont plus facilement compréhensibles, mais en tout cas, voilà, c'est ça les deux. Voilà. Et donc, c'est parce que nous apportons toutes ces informations à l'ensemble des partenaires sociaux que, même si, bien évidemment, ils ne sont pas favorables pour certains à la politique qui est conduite en matière de finances publiques, même si pour certains ils préféreraient peut-être d'autres hypothèses sur les salaires des femmes ou ainsi de suite, ils acceptent de se couler dans ce moule qui est, en tout cas pour le court terme, le moule que dicte le gouvernement, parce que, même si le contexte par ailleurs, c'est du réalisme pour travailler sur les retraites et que, de toute façon, on n'arriverait pas à se mettre d'accord sur d'autres hypothèses et ainsi de suite. Donc, voilà, je reviens un peu longuement, mais parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur ce rapport, pour vous dire quel est son contenu, et pour vous dire que moi, ensuite, ayant dit les éléments de diagnostic, sur les conséquences à en tirer, j'ai bien noté qu'il y avait un désaccord sur les conséquences à en tirer, j'ai fourni le diagnostic, c'est pas à moi de faire la thérapeutique, il y a sûrement de très bons docteurs dans la salle, et c'est à eux de décider de ce qu'il faut faire. Voilà. Et celle-là, je regrette de ne pas l'avoir faite. Donc voilà pour toutes les questions qui portaient sur l'équilibre. Alors après, certaines questions sont revenues sur la gouvernance. Je crois que j'ai indiqué ce que j'avais à dire dans mon propos liminaire, comment articuler le corps avec le comité d'expertise indépendant retraite demain, je n'ai pas la solution parce que je considère que, je vous l'ai dit, en gros, que ça ne fonctionne pas et que ce n'est pas satisfaisant par rapport à ce qu'apporte le corps aujourd'hui. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, je crois que mes propos liminaires ont été clairs. Donc à mon sens, ça ne peut pas fonctionner. Je ne vais pas continuer à réunir le corps pour demander à des gens qui sont sur les recommandations complètement, vous avez dû le mesurer dans toute la journée, complètement en désaccord sur des éléments de fond. Je ne vais pas avoir la prétention de la réunir en disant avec moi, on va établir un rapport, parce qu'il faut qu'on fasse encore dans la nouvelle loi un rapport tous les 15 juin, où on va retranscrire toutes les recommandations communes que nous pourrions faire ensemble. Enfin, je veux dire, ils vont me rire à la figure, ils ont raison, et d'ailleurs je n'aurai pas l'outrecuidance et la bêtise de leur présenter ça. Donc, ça ne peut pas marcher. Enfin, à mon sens, en tout cas la mission résiduelle qui nous est confiée n'a pas de sens. Je suis désolé, je voudrais être plus constructif, mais je ne sais pas comment l'être. Voilà. Voilà. Alors après, il y avait plein d'autres questions. Je ne sais pas jusqu'à combien de temps vous avez décidé de siéger. Demain matin, 3 heures. Alors bon, alors ça va. Bon, il y a eu des questions sur l'étude d'impact. Moi, j'ai entendu le Premier ministre dire qu'elle portait beaucoup de réponses et qu'elle posait beaucoup de questions. Et j'ai envie de vous dire que je suis d'accord avec le Premier ministre. Non, simplement, je l'ai eu comme tout le monde vendredi dans l'après-midi. D'accord. Elle a agrémenté mon week-end qui a été studieux. Mais je ne prétends pas encore en avoir assimilé et l'avoir compris dans tous ces détails. Voilà, il faut la lire, il faut du temps, il faut du travail. Voilà. Et comment ? Non, mais enfin, vous avez des capacités que je n'ai peut-être pas, mais
Donc voilà, voilà. Alors après, certains m'ont demandé est-ce que vous avez simulé telle hypothèse qui est dans la loi, ainsi de suite. Bien évidemment, non. Je veux dire, le corps en tant que tel n'a pas été acteur dans la construction de la réforme. Il n'avait pas à l'être, puisque ses fonctions ne sont pas celles-là. Donc la réforme s'est construite ailleurs. D'accord ? Bien évidemment, on se parle, parce que, je veux dire, des éléments pour construire la réforme viennent de nos rapports, donc on s'est parlé, mais nous n'étions pas engagés dans tester telle ou telle hypothèse, et ainsi de suite. Donc, tous ces travaux-là, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas, peut-être Didier, tu veux... Oui, bah, parce que là, je commence à fatiguer. Donc, non, puis ensuite, pour ne pas... Il y a encore une dizaine de questions qui suivent. Je vais prendre le relais rapidement. Donc pour formuler d'une autre façon la question sur les soldes et l'impact de l'évolution de la politique salariale et de l'emploi dans la fonction publique. On peut juger positivement ou négativement les recrutements de fonctionnaires. Ça, c'est un débat à avoir en fonction de ce qu'on veut avoir comme service public ou pas. Et donc moi, je peux être tout à fait favorable à des recrutements massifs, des choses comme ça. Mais c'est autre chose de dire qu'il suffit de recruter des fonctionnaires pour créer, comme par miracle, les ressources qui vont permettre d'équilibrer le système de retraite. Donc c'est juste à cause de cet argument-là qu'on récuse l'indicateur de solde traditionnel qui nous a prouvé ses limites en 2017 et qui maintenant, à mon avis, est justement remplacé par un indicateur dans lequel on fait l'hypothèse que par défaut, l'effort de l'État il est plutôt fixe en part de PIB, puisque finalement l'État il consacre aux retraites une certaine fraction de ce qu'il arrive à prélever sur l'ensemble de la richesse produite chaque année, et c'est cet indicateur qui en est la mesure. Et donc du coup, cet indicateur, il nous rapproche beaucoup finalement du suivi du ratio retraite sur PIB, et donc tout le débat, c'est celui-là, les fameux 14%, est-ce que c'est la bonne norme? Est-ce qu'il faut être un peu plus haut? Est-ce qu'il faut redescendre un petit peu plus bas comme les 12,9%? Là, c'est un débat, c'est un sujet vraiment politique. C'est pas des experts qui sont indépendants ou non indépendants d'avoir un avis là-dessus. C'est vraiment un choix de société. Ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ces 14%, c'est de les remettre un peu en perspective historique, parce que le débat sur les retraites, enfin les réflexions sur les retraites, elles ont commencé au début des années 90, donc il y a eu le livre blanc. À l'époque, je vous rappelle que la part des retraites dans le PIB, c'était 11%. Et ce qui était attendu sous l'effet du vieillissement démographique, si on ne faisait rien du tout, donc les premières projections du corps notamment, c'était une augmentation jusqu'à 19 ou 20%, donc 9 points d'augmentation. Et moi, à l'époque, la vision que j'avais de la chose, c'est que par rapport à un tel enjeu, il était probable qu'on allait devoir jouer sur les trois leviers à la fois. Et donc, c'est ce que les réformes passées ont fait, effectivement, à leur façon, à peu près pour un tiers chacune. Vous avez, sur les 9% d'augmentation qu'il aurait fallu avoir, vous avez à peu près un tiers qui est évité par la projection d'une augmentation de l'âge de la retraite à 64 ans. Vous avez à peu près un tiers qui est obtenu par une baisse du niveau de vie relatif des retraités à terme, donc les 15 à 20% de décrochement. Donc ça, on peut discuter de savoir à quel point c'est problématique ou pas. Je crois que c'est effectivement le point le plus délicat. Et puis, on est quand même passé entre-temps de 11 à 14% du PIB. Donc par rapport à la marge escalier qu'on avait à franchir sous l'effet de ce vieillissement démographique, l'instrument de l'augmentation de l'effort consacré aux retraites, il a déjà été mobilisé. On peut discuter de savoir s'il faut le mobiliser davantage, mais on ne peut pas dire qu'il y a une politique qui est consisté à systématiquement éviter de recourir à cet instrument. Alors sur d'autres questions, sur l'articulation entre le corps et le futur comité d'experts indépendants, donc là aussi, je vais faire une réponse que Pierre-Louis, on a un peu anticipé dans nos exposés la réponse à ces questions. Bon, moi, je ne vais pas présager de ce que serait l'indépendance de ce futur comité. Je peux dire que moi, en tout cas, aussi bien au corps qu'au CSR, j'ai toujours eu l'impression de travailler de façon indépendante. S'il y a une crainte, effectivement, que ce comité soit trop peu indépendant, je crois qu'effectivement, cette solution de dire les projections, elles doivent rester menées au corps dans le cadre d'un partenariat avec l'ensemble des parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, ça nous fait un garde-fou important. Et donc, le CUIR, il se remettrait derrière ça dans un rôle un peu proche du comité de suivi des retraites, qui consiste sur cette base-là à un peu résumer le propos des rapports du corps, qui sont très épais, nos avis sont plus courts, et ensuite à
suggéré la nécessité d'évolution, mais après, c'est au conseil d'administration de la Caisse de décider s'il faut effectivement faire quelque chose, et si on fait quelque chose, quelle est la chose qui sera faite. Alors, on m'a posé des questions sur notre diagnostic sur la lisibilité. Bon, en fait, je vais peut-être un petit peu enfoncer des portes ouvertes. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui remonte du jury citoyen. Le jury citoyen, alors comment ça marche? Il est organisé, on a l'appui logistique de la DSS, c'est un jury citoyen à peu près une quinzaine de personnes, je crois, donc qui sont recrutées par quota. Donc, on les voit une journée, on leur expose le système de retraite. Effectivement, leur réaction, la principale, c'est de dire tout ça est bien compliqué, on ne comprend pas très bien comment ça marche. Alors, quelques exemples précis. Le système par annuité actuel, on dit oui, c'est simple, parce qu'on sait que si on a son nombre d'années de cotisation, son nombre de trimestres de cotisation, on va toucher dans le régime de base 50% de son salaire de référence. D'accord, c'est très transparent, mais c'est 50% de quoi? D'un salaire de référence qui est la moyenne de vos 25 meilleures années revalorisées en fonction de l'évolution passée des prix. Donc, je mets tout le monde au défi de calculer soi-même ce que sera son taux de remplacement dans le cadre d'un tel système. Donc, ce n'est pas fondamentalement plus transparent que le système par points qui nous est proposé. Autre exemple classique dans un domaine tout à fait différent, la réversion. Je veux dire, la réversion, c'est un empilement de mécanismes hétéroclites. Et vous avez dans certains des rapports du corps une courbe assez spéciale qui vous montre comment le niveau de vie de la veuve par rapport à son niveau de vie quand elle était en couple évolue donc après le veuvage selon ses caractéristiques individuelles et selon celles du conjoint. Et vous avez des différences de traitement dont on a du mal à voir la rationalité en termes d'équité. Donc vous avez dans le système, vous avez à la fois plein de méso-inégalités entre grandes catégories, puis plein de micro-inégalités entre des gens qui ont l'impression d'avoir eu des parcours de vie très très similaires et qui au final se retrouvent avec des droits très différents. Donc on peut être pour ou contre le nouveau système, trouver que surtout c'est pas bien de le dimensionner à 14% du PIB, il faut le dimensionner plus, il faudrait le dimensionner moins, mais en tout cas on peut pas défendre le système actuel comme un modèle de lisibilité, de transparence et de prévisibilité pour les assurés. Alors, associé à ça est la question du pilotage. Alors, on a posé la question des projections à long terme. Ça, c'est un débat qu'il y a eu dès le début des réflexions sur les retraites. Est-ce qu'il faut vraiment projeter à si long terme, puisque de toute manière, le futur est incertain et tout. Faut voir ça un peu comme la navigation. Je veux dire, on a certaines conditions météorologiques, on a un cap, on se le fixe, et puis il se trouve que d'ici 1 ou 2 ans, on va être obligé, les conditions auront changé, on va être obligé d'ajuster, de toucher un peu le gouvernail, tout ça, de modifier le cap. Et c'est comme ça qu'il faut piloter. Donc on a besoin, il y a à la fois beaucoup de certitudes quand même dans le vieillissement démographique, mais il y a quand même une incertitude sur ce que sera son ampleur. Et puis d'autre part, les mécanismes qu'on a introduits dans le système ont rajouté une incertitude économique qui serait plutôt bien par rapport à laquelle il serait bien de trouver des règles d'indexation qui permettent de résorber un peu ce problème. Et actuellement, essayer de piloter ça dans un système où les règles sont très très différentes d'une catégorie de population à l'autre, vous n'avez pas un seul, si vous prenez la métaphore de l'avion, vous n'avez pas un seul manche à balai, vous en avez plusieurs qui agissent sur différentes catégories de population de façon différente. Donc l'intérêt d'avoir un système unifié, mais à part ça, je suis pleinement conscient de l'immense complexité qu'il y a à mettre en place ce genre de régime, c'est quand même d'avoir quelque chose qui, quand vous allez actionner les leviers, soit dans un sens plutôt favorable aux retraités, soit dans un sens plutôt visant à limiter l'effort, vous avez l'assurance que vous allez faire évoluer tous les gens à peu près de la même façon. Ou si vous avez vraiment pour cible de faire évoluer plus favorablement la situation de certaines personnes, vous aurez les instruments qui vous permettraient d'être sûr que c'est bien la catégorie de population que vous souhaitez avantager que vous allez viser. Parce qu'actuellement, quand vous bougez les paramètres du système existant, vous n'êtes pas totalement sûr de ce qu'on vont être les effets pour les intéressés. Vous allez avoir plein d'effets de bord qui font que éventuellement les effets vont être contraires de ceux que vous pouviez attendre. Voilà, je pense que j'ai à peu près répondu aux questions sur lesquelles je me sentais en mesure de répondre. Il y a eu des questions un peu aussi sur l'effet horizon. J'ai envie d'en parler un petit peu parce qu'il y a parfois des doutes sur cet effet d'horizon. Donc l'idée que si on touche à l'âge de la retraite, ça va nous faire forcément du chômage supplémentaire dans la catégorie des 60-64 ans. On
On a l'expérience naturelle, par exemple, de la réforme de 2010, qui a été un choc assez important sur les conditions de liquidation. Donc on peut tester de façon fine ce qui se passe sur les tranches d'âge qui ont été directement concernées par ce durcissement de l'âge minimum d'accès à la retraite. Et effectivement, il y a un phénomène de report vers le chômage, il est indéniable. Mais après, si vous regardez ce qu'a été l'évolution de la structure, enfin de la répartition entre emploi, chômage et inactivité de la tranche d'âge des 60-64 ans depuis cette réforme, vous constatez qu'il y a quand même une bonne partie de l'augmentation des taux d'activité, du recul de l'âge de la retraite, qui s'est reporté sur l'augmentation du taux d'emploi. Donc c'est cet effet horizon, le fait que progressivement l'emploi se reconstitue en amont du nouvel âge de la retraite, ça peut prendre un certain temps, donc ça implique de faire les choses prudemment, il ne faut pas bouger brutalement les curseurs, mais progressivement, il y a quand même cette possibilité de voir l'emploi remonter à la suite de l'évolution des critères de liquidation. Merci. Nous allons passer donc aux questions des parlementaires. Monsieur Nicolas Turquois, pour 1 minute. Merci, Madame la Présidente, messieurs, mes collègues. Je n'ai pas posé de questions sur le titre 1 tout à l'heure, dont je suis rapporteur, parce que c'est la définition même du système futur. Pour autant, j'aurais une question. Un certain nombre d'opposants à cette réforme nous rétorquent que on aurait pu contrebalancer les dysfonctionnements du système actuel, notamment par l'amélioration des conditions de compensation démographique entre régimes. Je suis très sensible notamment à la question du régime agricole et intellectuellement, on voit bien que 400 000 agriculteurs, ce qu'il y a aujourd'hui, peuvent difficilement assurer la retraite à 1 600 000. Est-ce que cette voie-là aurait mérité d'être explorée? Quel est votre avis sur ces compensations? D'ailleurs, je ne sais pas exactement comment elles fonctionnent. Je vous remercie. Ah, mais Alors, je voudrais dire que la prochaine fois qu'on m'empêche de faire poser les questions à la suite aux parlementaires qui attendent gentiment avant de repasser la parole et que j'accepte, eh bien, je demanderai aux parlementaires de rester jusqu'au bout, puisque c'était intéressant. Je pense que c'est intéressant jusqu'au bout, aussi pour les parlementaires qui restent. Donc, ou alors, voilà, hein, parce que là, il n'y a quand même pas 2 poids 2 mesures toujours, quoi. Monsieur Arnaud Viala. Merci Madame la Présidente, merci Messieurs les Présidents de cette explication très claire sur les paramètres qui vous ont permis de travailler, paramètres qui pour moi ressortent de 2 échelles, une échelle de choix politique, et vous avez dit vous-même que vous aviez travaillé sur les orientations prises par le gouvernement, et puis des choses plus volatiles et moins maîtrisables, comme par exemple l'évolution du taux de croissance, etc., qui échappent à votre sagacité. Moi j'ai une question, il y a une des variables qui est l'âge pivot, l'âge d'équilibre, l'âge qui aujourd'hui a été neutralisé par la période de troubles qu'a connue la France et qui, à mon avis, ne permet pas que l'on raisonne sereinement sur cette réforme. Que pensez-vous du fait que le gouvernement interroge le Parlement en n'ayant pas calé cette question de l'âge et en ne livrant pas les éléments de projection budgétaire et financier qui ne sont par définition pas livrables puisque l'âge n'est pas calé? Merci. Jacques-Marie Lossian. Merci Madame la Présidente. Merci messieurs pour vos exposés et vos réponses. J'ai lu avec attention les 115 pages de votre rapport de novembre 2019 et vous rappelez bien les déterminants du système de retraite. Le rapport cotisants-retraités, le revenu d'activité moyen, la pension moyenne, le nombre de retraités et d'actifs, la croissance économique et l'âge de départ à la retraite. C'est parfait. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la partie consacrée aux dépenses du système de retraite. Je vous cite. En réel, les dépenses continueraient à progresser au rythme de 1,4% en moyenne par an entre 2018 et 2025, puis ensuite 1,6% et enfin 1,7% entre 2025 et 2030. Vous prenez alors des hypothèses de croissance de PIB de 1,4 jusqu'en 2025 et 1,9 jusqu'en 2030. Ça me paraît un peu optimiste parce qu'au XXIe siècle, par exemple, les dépenses, les moyennes décennales ont été de 1,4 et de 1,3. Alors que le nombre de retraités augmente, qu'ils restent plus longtemps en retraite, que le niveau des pensions augmente, Monsieur Marie-Lossian. comment la part des dépenses de retraite dans le PIB peut-elle vraiment rester stable, proche du niveau de 14%? J'ai l'impression que tout dépend de vos hypothèses de croissance. Je vous remercie. Merci. Adrien Quatennens.
D'abord, merci à tous pour vos explications. Bon, évidemment, les parlementaires ne sont pas soumis à cette obligation de neutralité, c'est même tout le contraire. Donc moi, je vous dirais mon avis, c'est qu'une fois qu'on met au placard les éléments de langage autour de cette réforme des retraites, à savoir l'universalité, la justice, la simplicité, il reste en réalité une règle budgétaire arbitraire dont la variable d'ajustement est la vie des gens par l'âge auquel ils pourront partir en bénéficiant d'une pension complète. Et moi, je pense qu'on aurait dû faire tout l'inverse, c'est-à-dire se fixer la réponse aux deux questions essentielles que se posent les Français, à quel âge je pars, avec quel niveau de pension, et d'adapter en effet la part des richesses à cet objectif politique. J'ai deux questions néanmoins, et peut-être plus particulièrement pour le corps, parce que ça fait issue des travaux que j'ai pu lire. J'ai lu d'après vos données que le temps passé à la retraite est en train de reculer, malgré une espérance de vie en hausse. Est-ce exact ? Question complémentaire, quels seraient donc les effets d'un âge pivot à 64, puis 65, puis 66, puis 67, etc., qui va se décaler comme le prévoit le projet de loi sur cet âge passé effectivement à la retraite? Je vous remercie. Merci. Alban Gaillot. Je vous remercie, Madame la Présidente. Messieurs, aujourd'hui, près de 4,8 millions de retraités touchent le minimum contributif et son bénéfice est soumis à une condition de taux plein qui peut s'acquérir par l'âge ou la durée d'assurance. C'est-à-dire qu'il faut, ce droit est ouvert que si le salarié dispose d'une carrière complète. Or, actuellement, 40% des femmes liquident leur carrière avec des carrières incomplètes et ne bénéficient pas du MICO. Et parmi les femmes qui en bénéficient, 2/3 l'ont obtenu en devant attendre l'annulation de la décote pour partir en retraite, c'est-à-dire à 67 ans. Ma question est donc la suivante. Si nous souhaitons que ce dispositif soit effectif et soit effectivement favorable aux assurés aux carrières les plus heurtées, il est impératif que les femmes puissent en bénéficier. Êtes-vous en mesure de nous renseigner sur le pourcentage de femmes qui sont aujourd'hui exclues du dispositif parce qu'elles n'ont pas de carrière complète et surtout qui le seront demain avec le régime universel? Je vous remercie. Merci. Valérie Rabault. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, deux questions. Dans le dernier rapport du corps que vous avez publié, vous indiquiez que les pensions sont versées à 81% par les cotisations et que le reste, c'est l'État et la branche famille qui mettent au pot. Est-ce que cet équilibre-là, d'après la lecture que vous avez pu avoir du projet de loi du gouvernement, est encore exact ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir une compensation qui va être ajoutée par l'État, oui ou non? Et si la réponse est non, ça sous-entend qu'il manque 20% de ressources pour le nouveau système. Deuxième question qui porte sur l'article 58 qui crée l'ensemble des ressources du système. Il est prévu qu'on fasse un gros pot commun et que tout soit aggloméré. Il est indiqué, vous avez mentionné tout à l'heure le cas de la fonction publique, puisqu'il va y avoir peut-être entre 6 et 7 milliards d'excédents. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va les laisser dans ce pot commun ou est-ce qu'ils reviendront dans les caisses de l'État? Je vous remercie. Céline Calvé. Merci Madame la Présidente. Messieurs, merci pour vos éléments. Vous nous avez dit que vous étiez là pour produire notamment des projections. Vous nous avez rappelé le nombre de cotisants aujourd'hui, les projections pour demain. Vous nous avez précisé l'évolution de la part de rémunération des fonctionnaires. Moi, je voulais savoir si vous étiez penché plus particulièrement sur les enseignants-chercheurs et les chercheurs, sur l'équilibre démographique. Quelles sont les évolutions? On a pu vraiment se concentrer aussi sur les passages de la génération après 75, le passage aussi de la génération qui allait embrasser ces carrières-là à partir de 2004, enfin ceux qui sont nés à partir de 2004. Moi, je voulais savoir, avec ces hypothèses de revalorisation des rémunérations, avoir vos éclairages sur les équilibres démographiques de ces populations, chercheurs, enseignants-chercheurs, et voilà. Merci de vos éclairages. Merci. Véronique Camrère. Oui, merci Madame la Présidente. Dans la question que je vais poser concerne le comité de suivi des retraites. Une question dont je trouve d'ailleurs étrange que la France Insoumise n'ait pas pensé à poser cette question-là, pourtant essentielle, celle notamment du jury citoyen. Donc je voudrais savoir éventuellement, vous avez expliqué comment ça fonctionnait, qu'il parlait de manque de lisibilité. Est-ce que vous pensez que cette démarche de jury citoyen est vraiment pertinente? Est-ce qu'il faut peut-être la retravailler autrement? Et les recommandations de ces citoyens que vous voyez certes une journée, est-ce qu'elles vous apportent réellement dans vos travaux? Merci. Merci. Tout en vous demandant de ne pas citer de formation politique dans vos questions, il n'y a pas de raison de les cibler. Alors, Catherine Fabre. Merci. Alors, attendez, c'est bon, je peux...
J'attends que tout le monde soit attentif. Merci beaucoup. Je souhaiterais vous interroger sur le plafonnement à 3 passes et ses implications à long terme. Alors, il y a un sujet de long terme, à mon avis, qui fait que on peut s'attendre à avoir une hausse de recettes due au fait que voilà, les personnes, quand elles seront à la retraite, bénéficieront sûrement moins longtemps de leur cotisation en retraite et surtout bénéficieront de pensions moins fortes si elles sont plafonnées au niveau de 3 passes. Donc, quelle est voilà, quels sont les montants d'économie que l'on peut attendre quand on plafonne à 3 passes au lieu de 8 passes sur le système de retraite à long terme quand ces gens-là seront retraités? Ça, c'était la première partie de ma question. Et la deuxième, est-ce qu'on peut organiser la transition de 8 passes à 3 passes en étant justement, en essayant d'étaler le plafonnement de manière progressive, de sorte justement à ce que le coût soit limité sur le passage de la transition. Je ne sais pas si j'étais très claire, mais merci. Alors, messieurs les présidents, je ne sais pas dans quel ordre, je ne sais plus de fois. Je vais essayer de répondre à certaines questions, parce que, comme je vous l'ai dit, j'établis plutôt les données, je n'ai pas apporté d'appréciation politique directe sur le nouveau système. Sur l'amélioration de la compensation démographique, il y a un rapport complet du corps là-dessus, sur la compensation démographique, où là, pour une fois, le corps avait fait des recommandations qui n'ont, je vous rassure, eu aucun impact. En gros, pourquoi elles n'ont eu aucun impact? Parce que c'est un mécanisme extrêmement sensible. Vous bougez un paramètre, ça fait bouger des centaines de millions de la caisse des avocats vers la CNRACL ou vers la fonction publique d'État ou vers le régime général et ainsi de suite. Et bon, tout le monde, alors ceux qui perdent hurlent, ceux qui gagnent ne sautent pas au plafond. Et donc, le mieux, en gros, dans l'administration, la règle, c'est on ne touche pas à ce truc-là parce qu'il n'y a que des baffes à prendre. Voilà. Simplement, mais après, ce qu'on peut dire, c'est que la compensation démographique, aujourd'hui, elle se fait sur une base extrêmement minimale. D'accord? Et que quand on a la chance d'être dans une profession qui a une démographie favorable, même si on paye à la compensation démographique, eh bien, on a une grande chance d'être dans une profession avec une démographie favorable. Elle est sur une base minimale pour les régimes de base et il n'y a pas de compensation pour tout ce qui est complémentaire. C'est-à-dire que Arco-Agirc n'est pas dans le monde de la compensation et que toutes les caisses complémentaires des indépendants, par exemple, ne sont pas dans la compensation. Donc pour tout ce qui est complémentaire, chacun bénéficie à plein de sa démographie. D'accord? Et donc, ça me permet de rebondir sur ce qui était évoqué tout à l'heure sur les caisses autonomes. N'oubliez jamais quand même que la retraite par répartition, c'est essentiellement un problème de démographie. D'accord? Et moi, je vous ai donné le niveau global pour la démographie de l'ensemble des Français, 1,7 cotisants pour un retraité, mais vous vous doutez bien que pour les exploitants agricoles ou pour les mineurs, c'est pas du tout ça. Et puis donc, ça veut dire qu'il y a des professions où il y a une démographie bien plus favorable. Alors, bien évidemment, dans une réforme de système universel qui aboutit de fait à dire tous les Français seront soumis à la démographie commune, si vous êtes dans une profession qui a une démographie extrêmement favorable, eh bien, a priori, vous n'êtes pas complètement pour, quoi. Voilà. Et c'est logique. Alors, moi, en termes normatifs, en termes de justice, je suis prêt à plaider, à prêcher que, après tout, partager tous la même démographie, parce que c'est la démographie de la communauté nationale de la France, de la République, c'est très bien. Et donc, je suis prêt à soutenir ça si on me demande mon avis en termes normatifs, kantiens. Bon, après, quand le gouvernement, quand vous allez être confronté à ces professions-là, eh ben, elles ne vont pas vous citer Kant, elles vont vous parler de leur niveau de retraite. D'accord? Bon, voilà comment se fait une politique de retraite. Sur l'âge. Alors, actuellement, si on ne fait rien, et avec la législation que nous avons, en gros, aujourd'hui, en moyenne, tout compris, les Français partent à 62 ans, un peu plus de 62 ans. Et
progressivement, ils partiront à 64 ans. Pourquoi? Parce que l'exigence en termes de durée requise pour avoir le taux plein, inscrite dans la loi Touraine, augmente jusqu'à la génération 1973. Donc en 2035-2040, les gens partiront à 64 ans. Pour ce qui est de la durée passée à la retraite dans le système actuel, en gros, pendant cette montée en charge, en gros, elle est stable, d'accord? Elle a un peu baissé après la réforme de 2010, qui a été rapide, donc elle a un peu baissé. Elle est stable, et puis après, bien évidemment, comme l'âge de départ à la retraite n'augmente plus dans le système actuel et dans la législation actuelle, eh bien la durée passée à la retraite augmente progressivement, d'accord, et atteint, dans nos projections, 29-30 ans en 2070. Vous avez tout ça dans les rapports du corps, voilà. Et ça, c'est dans le système actuel. Dans l'âge pivot, avec l'âge pivot, bien comme lui, il est censé augmenter régulièrement en fonction de l'espérance de vie dans une proportion de tiers en tiers. Ce n'est pas du tout les mêmes résultats qu'aujourd'hui. Nous n'avons pas encore fait des calculs comment augmenterait l'âge pivot, mais c'est assez simple à faire, hein, puisqu'on a les projections centrales de l'INSEE, et puis on peut savoir ce que devient l'âge pivot. Encore faut-il savoir quelle est la base de départ. Or, comme la base de départ, c'est ce qui se discute dans la conférence des financeurs, je vous propose d'attendre pour faire les calculs, de savoir quelle est la base de départ, puisque on avait une base de départ avant la conférence des financeurs, c'était 64 ans en 2027, donc pour la génération 1963. Maintenant, cette question est à nouveau en débat, et donc tout dépendra de la base de départ. Si la règle est la même, voilà, tout dépendra de ce qui sortira de la conférence des financeurs. Sur la croissance économique, et merci pour la lecture attentive de notre rapport. Donc, que faisons-nous? Nous, sur les 4 ans qui viennent, nous prenons les prévisions économiques du gouvernement. D'accord? Ça nous mène en gros à 2023-2024. Et puis, nous utilisons des hypothèses du corps pour projeter à très long terme le système de retraite. Et nous ne prenons pas pour Madame Irma. Et nous ne prétendons pas faire des prévisions. Nous prétendons dire que nous faisons des projections et que ces projections servent à alimenter le débat sur les retraites, mais qu'elles sont en aucune mesure des prévisions qui auraient la moindre pertinence, parce qu'on ne peut pas savoir ce que sera la retraite. Hein, voilà. Donc, ces projections, elles commencent à partir de 2032. On est calé sur 4 hypothèses d'augmentation de la productivité du travail qui déterminent l'augmentation des salaires. 1, 1,3, 1,5, 1,8. D'accord? Donc 1, par exemple, c'est ce que nous avons connu entre 2010 et 2018, depuis la crise. 1,3, quelqu'un le citait, c'est depuis 1990 de 2018, et 1,8, il faut remonter beaucoup plus longtemps, d'accord? Donc c'est une hypothèse qui... Mais franchement, personne ne sait si... Enfin, tous les jours, j'entends que nous allons connaître des évolutions technologiques majeures, donc des progrès de productivité majeurs. J'entends même des inquiétudes, et elles ont été exprimées lors de cette réunion, sur le fait que peut-être qu'on n'aura même plus d'emplois. Mais si on n'a plus d'emplois, ça veut dire, enfin, beaucoup moins d'emplois, et ainsi de suite, ça veut dire qu'on aura fait des progrès de productivité majeurs. Franchement, moi, je n'en sais rien. Donc, on a 4 hypothèses qui nous paraissent couvrir un champ des possibles raisonnable, d'accord? Ça permet à tout le monde de réfléchir. Et bien évidemment, celui qui décide, il ne peut pas dire, voilà, il est obligé de prendre une option. Et c'est ce qu'a fait le gouvernement. Il a pris l'option 1,3. Bon, c'était son choix. Et là, franchement, voilà. En plus, à l'horizon 2030, ça change pas grand-chose parce que notre hypothèse n'est pas en 2032. Donc, on a les hypothèses du gouvernement, on a le point d'atterrissage, et on fait une transition progressive entre 2023 et 2032, ce qui peut parfois faire qu'il y a des à-coups. C'est que nous travaillons avec les directions du Trésor, et si vous travaillez sur les textes financiers, vous avez dû entendre parler de l'output gap. L'output gap, alors donc le Trésor ferme l'output gap, d'accord? Et donc pendant la période de transition entre 2023 et 2032, nous fermons l'output gap. Quand je dis nous fermons,
soyons modestes, le Trésor ferme l'output gap, et ce qui fait éventuellement des petits soubresauts entre 2025 et 2030. Voilà ce qui explique par ailleurs, pour le moment, nous avons aussi une hypothèse qui est on retourne à un niveau de chômage à 7% en 2032, d'accord, ce qui n'est pas particulièrement optimiste par rapport à ce qu'a pu éventuellement envisager le gouvernement à un certain moment. Donc voilà, je suis prêt après à aller plus loin dans la discussion des hypothèses, mais si on prend à beaucoup plus long terme pour savoir si effectivement les dépenses de retraite sont stabilisées dans le PIB, dans l'hypothèse la plus défavorable, celle où à partir de 2032 on est à 1%, elles sont stabilisées puisque en 2070 elles sont à la hauteur de 2018, et dans toutes les autres elles baissent, et de manière significative en 2070. Donc je vous renvoie au graphique du corps, on a une belle courbe qui baisse jusqu'en 2070, très progressivement, hein, voilà. Voilà. Sur le bilan, contribution de l'État, il y a des apports de l'État liés au fait qu'il y a des exonérations de cotisations qui sont compensées, donc c'est un gros paquet. Il y a l'équilibrage de certains régimes qui aujourd'hui seraient en fort déséquilibre, ainsi de suite. J'ai cru comprendre à la lecture de l'étude d'impact que tout cela, il était écrit que l'État maintenait cette contribution. Voilà. Après, il y a aussi un élément qui est très important, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'actuellement, en tant qu'employeur, l'État cotise à hauteur, je vous l'ai dit, de 74% pour les fonctionnaires civils. D'accord ? Donc, Neubin, normalement, dans le système universel, même si l'assiette va un peu s'élargir puisqu'elle prendra en compte les primes, il ne cotisera qu'à hauteur de 28%. Enfin, la cotisation complète sera de 28% comme pour les autres salariés, et donc la contribution employeur de l'État sera bien inférieure, puisqu'aujourd'hui, salariés du public et du privé sont à peu près alignés. Donc, ça c'est la question majeure à plusieurs milliards, et à la limite plus de milliards que ce que j'évoquais tout à l'heure. Et ça... voilà, mais peut-être que je n'ai pas assez lu l'étude d'impact. C'est un enjeu majeur de la réforme. Il faut savoir où ça va. Il faut un tableau croisé, avant, après. Voilà. Et donc, je pense que vous l'aurez. Enfin, je l'espère. Voilà. Sur l'équilibre démographique, nous, bien évidemment, nous travaillons sur l'équilibre démographique global et sur l'équilibre démographique, éventuellement, de chacun des régimes, quand nous traitons régime par régime. Mais on n'a jamais travaillé sur l'équilibre démographique spécifique des enseignants-chercheurs. D'accord ? Alors, si votre question, c'est est-ce que la politique de rémunération actuelle va poser des problèmes de recrutement vis-à-vis des enseignants-chercheurs, là, si je vous répondais, je sortirais de ma compétence et de ma condition. Sur le plafonnement à 3 passes, et ce qui se passe entre 3 et 8 passes, il faut distinguer, je pense, deux choses. Entre 3 et 8 passes, il y a à la fois des cotisations qui créent des droits, et puis il y a des cotisations qui ne créent pas de droits. D'accord ? Les cotisations qui créent des droits, si elles disparaissent, il y avait des droits qui avaient été constitués dans le passé, il faudra les honorer parce que personne n'a remis en cause les droits constitués dans le passé. Mais à très long terme, ça va être favorable plutôt aux catégories modestes. Parce que dans la retraite, c'est celui qui vit le plus longtemps qui gagne. D'accord ? Si vous mourrez à 60 ans, toutes vos cotisations retraite, c'est pour rien. Si vous mourrez à 90 ans, eh bien, vos cotisations retraite, vous en profitez pendant 30 ans. Et c'est tout à fait normal, la retraite, elle est faite pour mutualiser ça, parce qu'on ne connaît pas notre âge de décès, et que, eh bien, il faut qu'on se mette tous ensemble, et puis, il y en a qui n'auront pas de chance, ils meurent plus tôt, et il y en a d'autres qui auront de la chance, ils meurent plus tard. Ce qu'il faut rajouter, c'est que la date de décès, statistiquement, n'est pas complètement un hasard. D'accord ? Il y a des déterminants statistiques de la date de décès, et un de ces déterminants statistiques, c'est le niveau de revenu.
Il y a une publication de Nathalie Blampin qui a beaucoup fait parler, qui a été publiée, qu'on pourra vous adresser si vous voulez. Bon, en gros, il y a des différences très importantes, même à 65 ans, en fonction du niveau de revenu. Donc, à la limite, quand les plus riches ne participent pas au système de répartition sur la base de 1 euro cotisé donne les mêmes droits, paradoxalement, ça rend un service aux plus modestes parce qu'on aura moins à leur payer. D'accord ? En revanche, il y avait des cotisations déplafonnées. Enfin, pardon, déplafonnées ou jusqu'à 8 passes. Voilà. Et celle-ci, et maintenant, il y aura une cotisation au-delà de 3 passes de 2,81. Mais c'est vrai qu'auparavant, les cotisations qui n'ouvraient pas de droit étaient supérieures à ce qu'elles seront demain. Donc, pour ce qui est des plus aisés, on peut dire qu'il y a une perte parce que ils bénéficiaient en fait de la répartition, peut-être ça en être parfaitement conscient, mais en tout cas ils en bénéficiaient et qu'ils n'en bénéficieront plus parce qu'ils ne participent plus à la répartition au-delà de 3 passes. Mais par contre, pour ce qui est des cotisations qui n'ouvrent pas de droit, il y a une diminution significative de ces cotisations entre 3 et 8 passes. Voilà. Est-ce que j'ai éclairé voilà. Et là, je n'ai pas les chiffres et je n'ai pas les données, mais vous pouvez les demander. Je veux dire, elles sont peut-être dans les 1000 pages de l'étude d'impact et que je ne les ai pas encore repérées. Mais voilà, on peut vous les fournir, il n'y a pas de doute. Monsieur Blanchet, vous souhaitez rajouter quelque chose ? Sur 2 points, puisqu'on m'a réinterrogé sur le jury citoyen. Donc, ce jury citoyen, il n'avait pas été initialement prévu dans la loi de 2014. Il avait été rajouté suite à un amendement de votre Assemblée. Donc, je pense que c'est une expérience intéressante. Maintenant, dans le cas du CSR, c'est quand même une forme de participation citoyenne assez artisanale. Donc, comme j'ai dit, c'est un tout petit comité qui se réunit une fois. Et puis, surtout, avec assez peu de grain à moudre, parce que la complexité du système est telle que, voilà, on les met en face de cette complexité. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont suggérer sur cette base ? C'est pas évident. Alors, la consultation citoyenne, par contre, on peut dire qu'elle a été quand même très fortement industrialisée, a pris une autre ampleur avec tout le travail du HCRR. Là. Et effectivement, c'était plus facile dans ce cas-là, parce que si la question, c'est dessinez-nous le système de retraite idéal, dites-nous ce que vous pensez qu'il devrait y avoir dans ce système, là, par contre, la parole peut s'exprimer. C'est beaucoup plus facile que de devoir s'exprimer sur un avis technique, sur un système aussi complexe que le système qu'on a actuellement. Et puis, d'autre part, sur la question du temps de passer à la retraite, donc pour faire écho aux choses qu'a dit Pierre-Louis Bras, ça fait partie des indicateurs que le comité de suivi des retraites suit. On a une batterie d'indicateurs très très précise. Et donc effectivement, le mouvement est celui-là. L'esprit de la réforme de 2003, ça avait été de dire il y a une bonne partie du vieillissement qui est dû à l'allongement de la durée de vie. On va faire un partage proportionnel des années de vie supplémentaires, 2 tiers, 1 tiers entre activité et retraite. Et donc, quand vous êtes dans ce cas-là, la durée de la retraite, elle ne baisse pas. Elle augmente parallèlement à la durée de vie totale. Ce qui s'est passé effectivement, c'est que l'instrument de la durée de cotisation, là, qui était celui de la réforme de 2003, c'était un instrument partiel puisqu'il touchait pas tout le monde. Et donc, pendant les années qu'on suivit, la durée de la retraite a progressé plutôt plus vite que ce qu'on aurait dû avoir. Et en fait, c'est la réforme de 2010 qui a rabattu temporairement la courbe vers le bas et qui fait que tendanciellement, sur les 10-20 années couvertes, on aura été sur une relative stabilité de ce partage avant que la croissance de la durée de vie en retraite ne reprenne dans les hypothèses de base. Donc, il y a effectivement cet accident qui est dû au fait que la réforme de 2010 a fait une partie du travail que pensait faire la réforme de 2003 et qu'elle n'avait pas fait. Elle l'a fait de façon rapide. Et au passage, d'ailleurs, ça souligne quand même les limites du pilotage manuel. C'est-à-dire que quand vous procédez par réforme par à-coup comme ça, finalement, il y a des générations lésées par rapport aux générations juste avant. Parce que comme on a tardé à faire les ajustements, on les fait plus brutalement. Mais ensuite, une fois que c'est fait, on repart sur le scénario dans lequel les durées de vie dans les deux parties du cycle de vie évolue parallèlement à la durée de vie totale, qui est effectivement une des clés de réponse à ce problème de vieillissement démographique. Bien, messieurs les présidents, je pense que nous arrivons à la fin de cette audition. Je vous remercie infiniment pour vos réponses. Et puis, mes chers collègues, à lundi prochain, enfin demain pour la commission, pardon.